Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire pour un enfant que de sentir ses parents baisser les bras et l'équipe médicale? Dans les hôpitaux, on a fermé les lits et on a ouvert des bureaux. Et on a mis des bureaucrates qui emmerdent les médecins. Mais les gens se laissent faire aussi, c'est toujours pareil. Je dis souvent, la soumission, c'est vraiment notre vrai problème. Je ne sais pas si je devrais faire une conférence sur la soumission plutôt que sur la médecine. Mais oui, parce qu'il n'y a plus de médecine, ils sont soumis, tout le monde est soumis, les malades sont soumis, les médecins sont soumis, les aides-soignantes. Les Français sont soumis. Dans les hôpitaux, vous avez un ratio nombre de bureaucrates sur nombre de soignants en France qui est le double des pays voisins. En fait, ils ont remplacé le patient par un client. Et ils ont... L'objectif, ça a été l'hôpital entreprise. Il me semble que c'était Sarko qui disait ça, l'hôpital entreprise. Il me semble, le chef le directeur d'hôpital doit être comme le chef d'entreprise. Ils ont bien appliqué. Ça marche, vous m'entendez au fond aussi? Au fond, vous entendez? Ouais. Oh, mais vous êtes pas tellement au fond, vous. Voilà, écoutez, on nous a demandé de faire une conférence sur le sujet du livre, un petit peu, du cancer à la vie, sans trop de précision. Donc, j'ai un petit peu discuté avec Pierre, qui s'occupe des bouquins chez Marco, et puis avec Marco. Donc, en gros, on s'est décidé de vous parler un petit peu de l'évolution du traitement du cancer depuis une quarantaine d'années, afin que vous compreniez mieux ce qui vous arrive. Ce qui arrive à beaucoup de gens qui téléphonent perdus en disant on m'a dit ça, on m'a dit ci, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va essayer de vous expliquer comment on en est arrivé là et peut-être comment on peut en sortir. Alors je vais faire ça en premier et ça sera suivi de quelque chose de beaucoup plus concret, si j'ose dire, de Gérard qui devait vous expliquer les résultats des vaccins. Il y a eu 2 vaccins déjà contre le cancer, vous n'avez peut-être pas réalisé. Le vaccin contre l'hépatite B, officiellement, c'était contre le cancer. Gérard vous expliquera. Et le vaccin contre le cancer du col, le Gardasil. Donc, évidemment, ce sont 2 échecs massifs, mais c'est important de vous le dire. Alors, on a un petit souci vrai, c'est qu'on ne s'est pas bien compris, donc il n'y a pas de vidéoprojecteur. Donc, on ne va pas pouvoir vous passer les diapos. Par contre, si vous avez envie de les voir, vous avez... Des qui ressemblent dans des conférences précédentes sur notre site. Notre site, c'est Dr Nicole Delépine en un mot, .fr. Si vous tapez ça sur Internet, vous êtes tombé sur notre site. Bon, il était à mon nom parce que j'étais dans le public et Gérard dans le privé, donc on l'a laissé comme ça. Mais c'est notre site où il y a évidemment les publications des 2, voire d'autres personnes qui nous paraissent poser des choses intéressantes. Donc, allez voir sur notre site, vous taperez Gardasil, vous taperez vaccination hépatite B, vous taperez la case du système de santé, et vous trouverez l'histoire qu'on va vous raconter là, en gros. Donc, pas tout de suite là-dessus. Et sinon, si je me suis mal exprimée, vous allez sur mon mail, vous m'envoyez un petit mail, vous mettez Nicole.Delépine, DELEPINE sans accent, le chiffre 1 après Delépine et @gmail.com. Et là, vous aurez un petit mail. Et puis, si vraiment... En général, je réponds vite pour pas que ça s'enfonce. Si j'ai pas répondu vite, des fois ça s'enfonce. On va vous renvoyer une dizaine de jours plus tard, s'il est enfoncé. Voilà, donc, pour remettre dans l'air du temps, je voudrais qu'on parle de la reconquête de la liberté de soigner. Effectivement, qui est une urgence vitale pour beaucoup de patients, de futurs patients, de patients putatifs, de familles qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. C'est vraiment un problème aigu. Bon, je vais vous l'illustrer parce que j'ai entendu hier soir de ces vieillards, c'est pas forcément vieillards, en EHPAD, il y a des gens pas si vieux de ça, qui ont la grippe, qu'on envoie aux urgences, ou qui sont chez eux, qui ont la grippe, mais qui sont appelés seniors. Bon. Et ces seniors ayant la grippe, il n'y a pas de lit, comme vous savez, maintenant les lits dans les hôpitaux c'est quand même chose rare, c'est du caviar, et on les envoie dans les EHPAD. Alors ça, c'est ce qu'ils ont demandé de faire. Je ne sais pas s'ils l'ont encore fait, il y a peut-être des témoignages parmi nous, vous nous le direz, mais c'est une aberration, quoi. Vous avez, une grand-mère qui a la grippe, donc qui est quand même contagieuse quelques jours, et on l'envoie directement contaminer les vieillards des EHPAD. C'est absolument monstrueux. Bon, évidemment, on sait bien qu'ils cherchent à payer moins de retraite.
Et Enfin, il ne faut absolument pas croire que ces vieillards vaccinés seront protégés. Hein. Le vaccin contre la grippe protège au maximum 15% de la population, et les séries les plus sérieuses estimées par les instituts de santé nationaux estiment que ça diminue l'absence au travail d'un jour. Hein. Donc le vaccin contre la grippe ne protège absolument pas contre la grippe. Il a raison, hein. C'est aussi une façon d'essayer de pousser les gens qui sont dans les EHPAD, de dire ah ben, on va vous amener des gens qui ont la grippe, alors vaccinez-vous, vaccinez-vous. Oui, c'est une façon de leur faire attraper la maladie, de leur faire attraper le vaccin, comme ça leur donner toutes les chances de mourir un peu plus rapidement et de libérer leur retraite. Voilà, alors on voulait vous parler de ce livre, effectivement, qui est, a priori, c'est un message d'espoir. Hein. Je ne sais pas s'il y a une de mes petites patientes qui a pu venir ou pas dans la salle pour témoigner, mais c'est un message d'espoir. Moi, j'avais vraiment envie de faire ce livre depuis très longtemps parce que, bon, même si moi, je vais vous dire des choses un peu pessimistes aujourd'hui, il y a quand même plein d'espoir parce qu'on peut guérir des gens quand ils se battent bien, qui cherchent et que nous, on cherche avec eux pour trouver le moyen de les guérir. Et donc, on a demandé à des patients, enfin des anciens patients, hein, vous verrez dans ce livre, si vous l'avez dans la main, il y en a, ça fait 30 ans qu'on les a traités, d'autres 20 ans, et si éventuellement ils ne voulaient pas écrire un petit témoignage sur leur histoire, en disant, voilà, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit qu'on allait me couper le bras et que j'allais mourir 3 mois après, puis ma maman, quand même, j'avais 16 ans, elle s'est battue, elle a cherché autre chose, finalement, je suis là 10 ans après, et je travaille, j'ai un beau boulot, etc. Voilà, bon, c'est des gens qui ont raconté des histoires comme ça, qui sont des histoires vraies. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont le cancer guérissent forcément, mais on guérit toujours mieux quand on se bat, qu'on a des médecins qui n'ont pas décrété que vous alliez mourir dans 3 mois. Et donc, c'est le message qu'ont voulu porter avec nous ces patients. Le message, c'est battez-vous. Voilà. Et il y a quand même deux parents, avec qui on en avait parlé, d'enfants qui sont décédés quand même, parce qu'on ne guérit pas toujours. Et on a souhaité quand même qu'il y ait leur témoignage dans ce livre. Parce qu'eux, ils disent que si on se bat, on va quand même beaucoup mieux que si on ne se bat pas. L'enfant, il va beaucoup mieux aussi s'il sent qu'on le bat. Moi, ce qui m'a toujours paru le plus terrible en pédiatrie, c'est quand j'ai eu des gosses qui m'ont dit « Oh ben Nicole, laisse tomber, maman elle est fatiguée, ne me traite pas, va. » Ça, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire pour un enfant que de sentir ses parents baisser les bras et l'équipe médicale, mais d'abord ses parents. Donc voilà, c'est juste, c'est ça ce livre, c'est pour booster un petit peu le moral des patients, parce que malheureusement, là, ceux-là, ils sont guéris, mais il y a toujours un jour des patients, des gens qui tombent dans cet enfer quand même, hein, de se retrouver avec un cancer à 20 ans, 23 ans, surtout effectivement avec l'épidémie réelle, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, de turbocancer qui existe depuis les injections, hein, c'est depuis 2022 quoi, en gros, qui s'accumulent parce que le temps passant, les injections ont le temps de faire leur œuvre. Voilà, alors la liberté de soigner, on est là aussi pour vous demander de nous aider, parce que d'aider les médecins, les jeunes, surtout les soignants, les jeunes médecins qui auraient envie de se battre, parce que cette destruction de la médecine, elle s'est faite quand même sous nos yeux. Ça fait une 40aine d'années facilement, je dis même, ça remonte. Alors j'avais mis dans le diaporama 60aine, oui, parce qu'en fait, je me souviens que mon papa, qui était un des fondateurs de la Sécu, en 67, donc 46, hein, donc en 67, il a commencé à râler, c'était 20 ans après, en disant « Oh là là, ils nous font des ordonnances ». Enfin, effectivement, le gouvernement s'était immiscé dans les soins des malades en disant « On n'a pas le droit de rembourser ci, on a le droit de rembourser ça ». Donc ça a commencé dans les années 67. Je vous rappelle que la Sécu avait été créée pour être administrée par les patients. C'était un truc privé, organisé à la fois par les patrons et les syndicats. Et les directeurs étaient élus par les patients, par les assurés sociaux. Malheureusement pour eux et pour nous, le budget de la sécurité sociale est plus important que le budget de l'État. Oui, et nos politiques ont dit oh, c'est pas possible de laisser une telle manne d'argent dans les mains d'insupportables Français. C'est le gouvernement qui décide. Donc moyennement, quoi, l'argent de nos cotisations, l'argent de la sécurité sociale, maintenant, c'est un pourboire que les gouvernants peuvent distribuer à qui ils veulent. Oui, puis alors... Vous le voyez dans les AME et compagnie. Ça me fout en colère quand j'entends dire « Ah, les 80 cents de la Sécu ». Effectivement, c'est pas les 80 cents de la Sécu, elle n'existe plus, la Sécu. Non, mais c'est quand même grave, parce qu'effectivement, c'est nos cotisations et puis c'est aussi nos impôts.
Ça n'a rien à voir avec la Sécu qui a été créée dans les maquis lors de la Résistance, qui a été conçue là-bas. Ça tout à fait. Voilà, donc effectivement, voilà ça tout à fait. Merci. Voilà, donc elle est détruite. Alors c'est absolument. C'est déjà depuis 84 essentiellement, ça a été vraiment la catastrophe quand ils ont vraiment commencé à casser l'hôpital, en cassant les médecins des hôpitaux, avec les décrets sur faire disparaître les médecins des hôpitaux. C'est devenu des praticiens hospitaliers, mais ça dit bien ce que ça veut dire, parce qu'on était, de ce jour-là, on n'a plus été responsable de l'hôpital, on a été des employés subalternes des directeurs d'hôpitaux. Donc oui, on est à 40 ans. Alors, ils sont malins quand même, hein, quand ils font des réformes comme ça, ils appliquent les techniques totalitaires bien connues. Il ne faut pas faire ça brutalement, sinon les gens vont râler. Il faut faire le canard doucement, à faible dose, en augmentant doucement la grenouille. Pas le canard ou le canard. Voilà, alors effectivement, en 1998 encore, malgré tout ça, hein, je vous dis, ça a commencé en 80, 84, mais en 98, on était carrément encore au premier rang mondial des systèmes de santé, les patients étaient plutôt contents, la mortalité par cancer diminuait de 1% par an depuis 30 ans, donc c'était quand même bien. Oui, 98, c'était bien. Mais bon, c'était embêtant parce que, comme disait Gérard tout à l'heure, il y avait à l'époque, il y avait 149 milliards d'euros annuels en 2017, et en 2024, on en est à 261 milliards d'euros, la Sécu. Enfin, ce qu'ils appellent la Sécu, hein, qui comprend toutes les pubs que vous avez 3 fois par jour, pour dire à la télé et ailleurs, à la radio, je suppose aussi, pour vous vacciner. Alors, comment ça s'est... Oui. Je vous rappelle que la Sécu a été conçue pour permettre aux gens de se traiter. C'était pour que tous les malades français puissent se traiter. Et là, actuellement, c'est plus du tout ça. Alors, comment ils ont réussi à nous casser la médecine? Parce que ça, c'est la Sécu, c'est à la limite, c'est remboursement. Mais nous, en fait, ils nous ont dit, simplement, hein, c'était assez clair dans les années 2000, il faut oublier les règles antérieures. C'est ringard, c'est pas moderne, soyez modernement vieux. Je me souviens, il y avait des patrons qui disaient soyez modernement vieux. Bah oui, tu parles à ringard, oui. Donc il fallait abandonner les schémas thérapeutiques déclarés. Et je veux quand même rappeler, parce que je ne sais pas si les gens le savent ou l'ont oublié, dans les années 1985, on guérissait pour les enfants de moins de 15 ans plus de 85% des cancers. Globalement, hein, ça ne veut pas dire qu'il y avait il y a des cancers beaucoup plus méchants que d'autres, mais si vous prenez l'ensemble des enfants qui étaient admis en cancérologie, on guérissait 85%. Guéris, ça veut dire ceux qui sont là-dedans, hein, qui ont repris une vie normale, qui ont eu des gamins. Guéris, ça ne veut pas dire t'es en rémission, attends, on va voir ce qui se passe dans 3 mois. Non, guéris, on les guérissait. Et on guérissait quand même plus de 50% des cancers de l'adulte. C'est pareil, on a fait croire qu'on ne guérit rien, que seulement... Alors c'était terrible parce qu'effectivement, nous, on a commencé dans les années 70 à être seniors, quoi, enfin un petit peu plus tard, peu importe. Mais bon, les gens, le cancer dans les années 70, c'était terrible. Mais c'est vrai, quand on était arrivé 98, c'est-à-dire 30 ans plus tard, les gens commençaient à comprendre que le cancer, bon, c'était pas marrant, c'était pas un chemin de vie sympathique, mais qu'on arrivait à en sortir. Et le cancer, c'était plus cette horreur dont vous allez mourir forcément, comme il disait à la petite jeune fille dont je parlais, là, qui fait un témoignage là-dedans. Oh ben dans 3 mois, tu seras morte, c'est pas grave, on va te montrer un psychologue, et puis aux autres enfants qui sont dans ton style. Ouais. Mais ça, c'est maintenant, quoi. C'est monstrueux, c'est maintenant. Dans les années 2000, on donnait de l'espoir aux gens et on se battait ensemble. Donc il n'y a pas de raison, je sais bien que nous on est des vieux machins, mais il n'y a pas de raison de pas toujours se battre avec les gens pour les guérir. Moi, il me semble que c'est pas très ringard ça, moi, mais enfin bon, peut-être j'ai fait médecine à une autre époque. Voilà, donc effectivement, ils ont voulu prendre l'argent de la Sécu, mettre les mutuelles en bourse, etc. Et on est passé donc de la médecine de soins à la médecine marchandise. Hein, vous en avez tous aperçu, mais plus ou moins consciemment, les malades. Je répondais ça ce matin sur un tweet à, je sais pas, quelqu'un que je connais pas évidemment.
et qui disaient ah, on m'envoie faire 2 IRM, il faut que je vienne 2 fois, je vais faire 2 fois 200 km. Mais oui, mais ça fait 20, j'ai mis ça fait 20 ans, ça fait peut-être plus d'ailleurs, que c'est comme ça, mais les patients n'ont rien dit, les soignants n'ont rien dit, personne ne dit rien, on est soumis dans ce pays. Mais si on continue à être soumis, on ne sera plus là pour faire des conférences, même les plus jeunes. Hein. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cette soumission. Quand quelque chose est aberrant, il faut le dire, il faut l'écrire, C'est vrai que c'est aberrant de faire 2 fois 200 km à un malade. En plus, ça aussi, c'est des coûts, hein, c'est des coûts d'ambulance, mais quand même, c'est surtout des coûts de fatigue, quoi. Moi, les malades, alors le cinéma, de la médecine ambulatoire, ils vont être bien, voilà. Ouais, c'est vachement agréable de vomir toute la route là, le lundi soir, de recommencer le mardi matin et de revomir toute la route le mardi soir, etc. Ouais, c'est vraiment sympa. Ah, c'est quand même bien, ça évite d'avoir du personnel la nuit dans les hôpitaux. C'était tout, hein. Mais dans les hôpitaux, on a fermé les lits et on a ouvert des bureaux. Et on a mis des bureaucrates qui emmerdent les médecins. Oui, et mais les ils ne sont pas là pareil. la nuit, hein. Ils ne viennent pas soigner les bien malades la nuit. Donc, en fait, du coup, ils nous ont fait une succession de lois de décrets qui ont cassé le système de soins. Hein. Et bon, je ne vais pas toutes vous les raconter, quand même, un petit peu, mais comprenez bien que, actuellement, encore aujourd'hui, je crois, si un juriste me dit le contraire, j'écouterai, mais le libre choix du patient est encore inscrit dans le code légal, de médico-légal. Le médecin ne devrait en aucun cas renoncer à son indépendance. C'est encore dans notre code de déontologie. Alors d'accord, ils ont piétiné là avec toute la période Covid, mais c'est pas une raison. Hein, c'est pas une raison. Donc il faut bien comprendre que le malade, il est encore responsable. C'est un humain, c'est pas un robot. Et le médecin, c'est un humain et c'est pas un robot. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Alors, comment c'est arrivé ? Subrepticement, comme je disais, on fait l'art de mettre en place un système totalitaire, c'est de faire doucement, hein, parce que sinon ça marche pas. Bon, en 1936, j'aime bien citer Lara Mercier parce que c'était ce qui devrait encore être notre devise quotidienne, c'est de faire c'est encore la jurisprudence, théoriquement, c'est donner les meilleurs soins conformes aux données actuelles acquises de la science. Alors ils ont trouvé, tous les traîtres, ils ont trouvé plein d'astuces pour faire croire que la science c'était autre chose que ce qu'ils racontaient, mais ce que les vrais scientifiques racontaient, que les vrais médecins racontaient. Mais bon, notre boulot à nous médecins, c'est pas d'embaucher les malades comme cobayes. Franchement, il faut résister. Hein. Donc effectivement, ils nous ont collés, ils ont fait des coups d'état silencieux. Oui, il n'était pas si silencieux que ça pour les médecins qui voulaient ouvrir les yeux, mais il y a quand même beaucoup que fermer, c'est moins fatigant de fermer les yeux. On dort un peu, même pendant les réunions, comme ça, réunion de budget, réunion de ci, réunion de ça, réunion de... ils dormaient au lieu d'être auprès de leurs patients. Progressivement, je pense que ceux qui ont eu affaire de près ou de loin à l'hôpital ont vu que les malades, les médecins et même les soignants étaient de moins en moins au lit du malade. Hein, tout le monde vous dit, ils sont toujours sur leur ordinateur. Oui, c'est vrai, c'est scandaleux et ils devraient résister. Et vous aussi, vous devriez résister. C'est pas normal. C'est pour ça que, moi j'ai écrit, je pense, dans une quinzaine de livres pour dire le cancer, un fléau qui rapporte. C'est quand même tragique que tout ça se soit passé sans que les malades ne réagissent beaucoup, en fait. Alors, ils ont fait les plans cancer. Hein, les plans cancer, c'est à partir de 98, je me souviens, Kouchner avait fait une belle réunion où il y avait 800 personnes, et c'est là où je dis que les patients étaient contents. Les patients, ils disaient, on a besoin, c'était des patients cancéreux, en gros, des familles, et on a besoin quand même que soient remboursées les perruques, qu'on nous donne des séances de psychothérapie, etc. Bon, tout ça, c'était sympa, c'était gentil, mais ils ne demandaient pas qu'on change les traitements. En fait, on leur a donné quand même remboursement des perruques pour faire semblant, mais on leur a complètement changé les traitements grâce au plan cancer qui ont imposé... alors ça a été surtout mis en place par Chirac, ils sont tous dans le coup, hein, parce qu'au départ c'était Jospin, Kouchner, après ça a été Chirac, et puis tous les suivants, ils ont validé. Et donc, ce qui a été absolument tragique dans les plans cancer, c'est qu'ils ont inventé l'idée aussi perverse de réunion multidisciplinaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive avec un cancer à l'hôpital, ou en clinique, peu importe, c'est pareil, il n'y a pas de privé en France. Hein. On est tous, qu'on soit en privé ou en public, on est tous sous le coup des agences régionales de santé, hein, sous la qui tyrannie. vous imposent
qui vous impose ce qu'on a le droit de faire, les protocoles qu'on a le droit de faire. C'est pas évident d'être indépendant en France. Hein. Souvent, tout le monde me dit « Ah, il fallait un privé ». Non, en privé, des fois, vous avez... Il y a une grande différence, c'est que les médecins sont encore responsables médico-légalement de ce qu'ils font. Contrairement à l'hôpital, où bon, c'est l'hôpital public qui est en cause. Bon. Ils sont comme les médecins sont beaucoup plus indépendants, enfin beaucoup plus responsables en ville, mais pas indépendants pour autant, puisqu'il faut qu'ils appliquent justement ces réunions de concertation multidisciplinaire. Alors ça a été inventé dans les années 2008, là, avec la loi Bachelot, qu'ose encore passer à la télé après avoir fait ça. Oui, la loi Bachelot qui a mis en place, donc, comment ça s'appelait, Hôpital Santé Territoire, un truc comme ça, HPST, je crois. Et donc, cette réunion multidisciplinaire, c'est obligatoire pour tout patient. Je sais pas, le dentiste reçoit un patient qui a un cancer de la mandibule, il ne peut pas l'envoyer à son ami cancéro qui va le traiter pour le mieux, comme il aurait fait avant. Il aurait discuté avec un chirurgien de la mâchoire, il aurait discuté avec un ami chimiothérapeute, ils auraient regardé ensemble ce qui était le mieux pour le patient, et puis il lui aurait expliqué, il l'aurait fait. Tandis que là, c'est pas ça, c'est la réunion 2 fois par semaine, une fois enfin, ou 2 fois par mois, enfin, ça dépend un peu de la taille des structures. Et là, vous avez les chirurgiens, de différents, le foie, le rein, tout ce qu'on veut. Et puis vous avez les 3-4 chimiothérapeutes, 3-4 internes qui sont là pour regarder ce qu'il faut faire, l'anapathe, normalement ceux qui regardent les larmes au laboratoire, etc. Le radiologue, enfin bon, ils sont censés tous être là. Bon, en pratique, ça dépend beaucoup, mais de toute façon, les chimiothérapeutes ont pris la main. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est depuis les années 2010, depuis qu'elles ont été mises vraiment en marche, parce que bon, ils ont commencé à faire ça en 2005-2010, mais depuis les années 2012, ils ont vraiment été appliqués, et les services et les hôpitaux, pour garder l'autorisation de soigner les cancers, doivent témoigner lors des enquêtes. Parce que, je sais pas, c'est Borloo qui a raconté hier qu'on était devenu une société de contrôle, mais c'est tout à fait ça, c'est une société de contrôle. Donc, vous allez, évidemment, si vous avez un service hospitalier qui fait de la cancérologie, vous allez être obligé de démontrer que vous faites bien vos réunions multidisciplinaires, qu'il n'y a pas un patient qui échappe. Et parce que le but est évidemment d'arriver à entrer le maximum de gens possible dans les essais thérapeutiques. Pour ça, il faut les montrer. Donc là, vous venez, le dossier du patient, sans le patient, sans son médecin traitant, et même souvent sans son cancérologue, est montré à la réunion. Et là, vous avez le chimiothérapeute chef là, qui décide de ce qu'il faut faire. Hein, et on lui dit, celui-là, il faut le mettre dans tel essai, commencer la chimio rapidement, etc. Et les chirurgiens, ils disent, non, celui-là, c'est pas pour toi, tu verras plus tard. Donc les chirurgiens, ils continuent à se raconter leurs vacances ou leurs week-ends parce qu'on leur demande pas leur avis, en fait. Et ils ne l'imposent pas. C'est aussi une certaine perte de courage des chirurgiens. Ils ont tous marché dans le système, que c'était formidable. Moi, je me souviens, au début des réunions multidisciplinaires, c'était terrible parce que vous avez des patients qui disaient « c'est bien, quand même, vous vous rendez compte, mon dossier va être vu par mon cancérologue, et puis par un chirurgien, et puis... » Bah oui, le monde idéal, c'est beau, mais ça n'a rien à voir avec ça. Puis le but n'était pas là, le but était vraiment d'intégrer les gens dans les essais. Voilà, donc ils ont fait plein de tests, et en particulier, je voudrais quand même lui rendre un hommage appuyé, la loi de Touraine qui est venue compléter les plans cancer. Madame Touraine, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais bon, nous on s'en souvient en tout cas. La loi de Touraine, elle a été bien réfléchie, bien travaillée en 2015. Et tout le monde se battait contre cette loi qui effectivement complétait largement la soumission des médecins et des structures pas seulement, moi je vous parle de cancéro, mais en neurologie ou ailleurs, ça devait être un peu pareil. En fait, elle est arrivée à l'Assemblée en novembre. Et il y avait une grande manif qui était le 13 novembre, ça m'a quand même frappé, parce que c'était le jour des attentats. Il y a eu une grande manif, il y avait des médecins qui venaient de toute la France, et ils montaient au ministère.
Et vers 17-18 heures, ils étaient contents. Ils nous disaient, ah là là, on est beaucoup, là, ça va être efficace. Et puis, bon, 1 heure après, ou 2 heures après, on a su qu'il y avait les attentats. Et évidemment, tout ça s'est arrêté. Les médecins qui étaient montés de loin, ils ont essayé d'aller dans les hôpitaux pour donner un coup de main, ou se sont quand même fait mettre à la porte. Donc, ça, c'est pas la parenthèse. c'est inouï, hein, ce milieu, quand même. Et le pire de l'affaire, c'est que Madame Touraine a fait voter la loi à l'Assemblée nationale en décembre, je crois que c'était le 16, enfin vous me pardonnerez si c'est pas le jour exact, mais en tout cas c'était le jour où il y avait beaucoup de commémorations pour les victimes des attentats. Donc il y avait 20 députés, ils ont voté la loi Touraine de modernisation, je crois qu'elle s'appelait celle-là, du système de santé. Et c'est une loi épouvantable parce que dedans il y avait tout, à chaque fois qu'il y avait une horreur, c'était on fera les décrets après, on autorise les décrets après. Et les décrets, c'était en particulier que s'il n'y a pas d'infirmière dans un service, par exemple les EHPAD, c'est pas grave, l'aide-soignante est autorisée à faire le soin que devait faire l'infirmière. Puis si l'aide-soignante n'est pas là, c'est pas grave, le gardien de l'EHPAD, il est autorisé. Non, mais vous rigolez, mais c'est exactement ça, cette loi. Hein. C'est comme ça que c'est comme ça qu'aujourd'hui, alors moi j'aime beaucoup les pharmaciens, je les respecte, hein, c'est des amis pour un bon nombre, ils ont un métier que je ne sais pas faire, et puis ils savent pas faire le mien. N'empêche qu'aujourd'hui, vous pouvez faire vacciner vos enfants à la pharmacie du coin. Est-ce qu'il va vous faire l'interrogatoire qu'il faut avant toute injection? C'est la vaccination, peu importe quelle vaccination, c'est un acte médical qui normalement nécessite, même dans la loi, je crois bien, un interrogatoire précis. Donc non, et l'énoncé de toutes les complications possibles. Ouais, et ce n'est pas une notion théorique, ça vient d'être jugé à la Cour européenne de justice. Ils ont dit que quelles que soient les autorisations de mise sur le marché, un traitement doit être expliqué par le médecin qui le fait, et s'il ne le fait pas, il est responsable. Alors, donc les injecteurs sont responsables des complications. Et là, il y a quand même un exemple, c'est ce pauvre gamin qui a été tué à la suite de l'injection de garde d'asile à Nantes. Et les 3 soignants ont été mis en garde à vue, et le médecin est inculpé pour homicide involontaire. Alors ça, malheureusement, les injecteurs, les médecins n'ont pas encore compris que les pharmaciens non plus, qu'ils devaient faire face à leurs responsabilités, même si le gouvernement dit qu'il faut faire. Mais les infirmières, je trouve que c'est très pervers, hein, quand même, parce qu'on les laisse, on les embarque là-dedans et sans qu'ils connaissent tous les risques qu'ils encourent. Voilà, bon alors, drame qui se promène avec la Haute-Touraine. Donc en même temps, évidemment, on commence à fermer des lits, la bureaucratie décide de tout, hein, ces fameuses agences régionales de santé, donc qui ont remplacé... Alors, il y a eu d'abord Juppé, hein, lui aussi, il faut qu'on lui en rende hommage, j'appuyais. En 1996, ouais, parce qu'il nous présente toujours ces gens-là comme des nouveaux tout purs, tout gentils. Il a créé les agences régionales d'hospitalisation, 96 déjà, c'est-à-dire la mainmise du gouvernement et de tous ces relais sur les hôpitaux publics. Parce que jusqu'à présent, les hôpitaux locaux dépendaient des communes. Hein, le président du maire, non, c'était le maire qui était le président de la commission de l'établissement. Et ça, c'est absolument insupportable pour nous. Voilà, ça c'était 96. Et donc en 2008, Bachelot c'était sous Sarkozy, Bachelot pour les plus jeunes, hein, étant donc les ARH aux ARS, système de santé, c'est-à-dire que du coup, c'est tous le secteur privé qui rentrent sous la coupe carrément du gouvernement en même temps. Et du coup, c'est devenu tragique parce que alors là aussi, ça a mis 2-3 ans à se mettre vraiment en route. Hein, donc à partir de 2010-2011, c'est vraiment devenu catastrophique. Et parce que c'est eux qui décident, c'est donc les directeurs d'ARS, qui sont des petits dictateurs, d'après ce que disent tous les gens qui travaillent dans les ARS, qui souffrent beaucoup. Ils décident de tout, donc on leur donne un gros pouvoir. Ils essayent d'imiter le pouvoir qui est au-dessus. Hein. Je crois que c'est un peu pareil dans les écoles, il me semble. Les gens qui disent c'est un peu les mêmes choses pour les recteurs. Donc, en tout cas, ils décident des lieux d'implantation des services, des ouvertures, des fermetures, etc. Nous, on a été un exemple. En 2014, c'est l'ARS qui a décidé de nous fermer. Pointe à la ligne, les patients pouvaient toujours faire la grève de la faim dans la chapelle d'à côté, etc. On s'en fout, on envoie les CRS et on ferme.
Hein, et puis les petits patients qui étaient là, qu'est-ce qu'on leur donne faire? Bah, pas de solution, on les renvoie à Gustave Roussy ou ailleurs, enfin dans les autres hôpitaux parisiens qui traitent du cancer, pointe à la ligne. Voilà, donc, et c'est par les autorisations qui donnent, parce que les ARS, elles envoient la HAS contrôler si on fait bien tout. Alors, bon, je pense que tous les gens qui travaillent dans cette entreprise, ils ont sûrement droit aussi aux audits. Et voilà, donc c'est absolument tragique parce qu'il n'y a plus de liberté de soigner. Alors, dommage que je veux rappeler aussi, qu'il n'y a peut-être pas eu le temps de le dire, c'est que les ARS ont été créés initialement pour améliorer le système de santé et en diminuer les coûts. Le gouvernement essaie surtout d'en diminuer les coûts. Or, quand on voit leur bilan, on se rend compte que le coût en francs constants a augmenté d'en gros de 20% pour la nation et que les soins, on est passé du premier rang mondial d'après l'OMS au 25e rang. Bon, et bien entendu, aucun des gouvernements actuellement n'envisage de supprimer les ARS. Hein. On a placé tous nos copains. Hein, on a entendu une petite et les copains, le directeur, c'est 15 000 € le mois. Alors, ah oui, l'intérêt, c'est qu'en fait, ils doublent le travail que faisaient les ministères. En fait, ils sont censés toujours faire d'ailleurs. Mais simplement, si tu es directeur d'un gros service au ministère et qu'on te donne la direction d'une agence de santé, à ce moment-là, ton salaire est libéré. C'est-à-dire que bon, c'est plus limité et tes collègues aussi. Et puis vous avez droit à tout, voiture de fonction, tout ce que vous voulez. Bon, enfin, comment ils ont réussi, surtout à ce qu'on ne soigne pas les gens, c'est surtout de nous faire passer, et pourquoi ils voulaient absolument, je vous ai dit, que 70% des malades entrent dans les essais thérapeutiques, c'est parce que on est passé d'une médecine individuelle, où on soignait chacun d'entre vous, la personne qui venait nous voir, on discutait, l'interrogatoire, etc., voir les antécédents, voir ce que vous aviez vécu de terrible, je sais pas, des fois les gens, ils ont perdu quelqu'un parce qu'on les a mis sur une table opératoire, ils n'ont pas envie qu'on les opère, ils préfèrent la radiothérapie, tout ça c'est des choses à écouter parce que c'est important quand même la vie du malade, mais bon, c'est quoi un malade? Ah oui, c'est une espèce de petit robot là, c'est ça? Non, c'est le médecin. Non, c'est un cobaye. C'est un cobaye, oui, c'est un cobaye. C'est pas un robot. Ouais, c'est le médecin qui est robot. Voilà, donc est-ce qu'on s'en est mis à faire? Alors ce qui était extraordinaire, c'est que il dit effectivement qu'on voulait, soi-disant, enfin ça, il n'y a que ceux qui veulent bien croire, mais diminuer les coûts. Mais en fait, c'est surtout qu'on a fait une surmédicalisation extraordinaire, parce que je ne sais pas si vous remarquez, moi j'ai souvent des gens, on n'est plus en exercice du tout, moi j'ai juste des gens au téléphone comme ça qui veulent que je me serve de ma casquette de chef de gare, là, en leur disant elle est plutôt là que là, ça ira peut-être mieux quand même, on sera plutôt gentil, bon. Mais on surmédicalise. Il y a des tas de malades en qui on dit quasiment qu'il n'y a rien à faire pour eux, mais alors on en profite quand même avant, leur faire un PET scan, un scanner, de ci, de ça, et puis de leur refaire dans 15 jours, et puis dans 2 mois, surtout s'ils sont dans un essai. Donc c'est absolument faramineux. Mais les gens se laissent faire aussi, c'est toujours pareil, je dis souvent la soumission, c'est vraiment notre vrai problème. Je ne sais pas si je devrais faire une conférence sur la soumission plutôt que sur la médecine, mais oui, parce qu'il n'y a plus de médecine, ils sont soumis, tout le monde est soumis, les malades sont soumis, les médecins sont soumis, les aides-soignantes... Les Français sont soumis. Oui, mais ils en font partie quand même un petit peu là. Voilà, et par contre, sous-médicalisation thérapeutique, parce qu'on ne traite plus beaucoup les gens, quoi. Donc il y a une surmédicalisation et une diminution des soins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire, faites le dépistage. Diagnostic et sous-médicalisation thérapeutique. Faites plein de dépistages, faites plein de vaccins, sans analyser jamais les résultats. Puis s'en foutent, c'est pas ça, c'est faire vendre. Voilà, alors bon, je vais aller vite sur les ARS, vous avez compris, c'est des agences régionales de santé, il y en a 16 par région, donc une par région. C'est des petites dictatures, Ils font que ce qu'ils veulent, ils te disent, moi je vous ai dit de mon service, ils l'ont fermé en 2014, mais vous saviez peut-être, mais ils ont fermé à peu près à la même époque un super service de pédopsychiatrie qui était dans la région de Clermont-Ferrand, comme ça, ils décident, voilà, et puis ils te ferment 1000 lits, ils te ferment 2000 lits par-ci, 2000 lits par-là, là, soi-disant, le coup de la grippe dont je vous ai raconté au début, là, pour vous mettre en train... c'est parce qu'apparemment on a fermé encore 2000 lits en 2024. Faut pas se gêner, quoi. Alors moi, sur la dictature des ARS, j'ai un exemple qui m'est resté en travers de la gorge.
quand j'ai pris ma retraite, j'avais les gamins qui avaient des gros cancers, qui risquaient d'être amputés, ils étaient toujours là. Il y en avait d'autres chaque année. Et j'ai des élèves qui étaient capables de les opérer. Mais parfois, ils n'avaient pas le tonus, le courage d'y aller. Alors, dans les cas trop difficiles, ils me demandaient mon avis. Alors, j'examinais le dossier, ça se terminait toujours par « bon, on peut le faire ». Et puis, quand je le sentais un peu réticent, bah, je peux t'aider si tu le désires. Bon, il me demandait de venir, moi je venais, je faisais pas grand-chose, je l'encourageais, éventuellement je passais un peu la main un moment, mais presque rien, quoi. Il faisait. Et comme ça, bah, on en a opéré 3, puis 4, puis 5. Pendant les 4 premières années, j'ai dû me déplacer 5 ou 6 fois, pas plus. Mais à la dernière année, il y a un cancérologue du centre de Lille, le centre anticancéreux de Lille, qui n'a pas du tout apprécié qu'on n'ait pas amputé le malade, alors qu'il avait expliqué que c'était le seul moyen et que personne au monde ne pouvait faire autrement. Et donc il s'est plaint à l'ARS. Et l'ARS a décidé, brutal, a envoyé un avis en disant on interdit à tel médecin d'opérer des enfants atteints de cancer des os. Aucune enquête, aucun débat contradictoire. Une lettre simple. Une lettre, mais ils font toujours comme ça. Hein. Bon, là, c'est et donc les gamins, maintenant ils ont le droit d'être amputés. Alors maintenant, on les envoie au Pays Basque, espagnol, bah oui, en Italie, en Allemagne. Enfin, on essaye de leur trouver des points de chute pour qu'ils ne se fassent pas amputer quand il n'y a aucune raison qu'ils se fassent amputer. Mais enfin, c'est pas très facile pour les familles. Hein. Et c'est cher. Bon. Et c'est cher, bah au moins il faut le déplacement, oui, puis c'est cher quand même. Voilà, bon, en fait, ils ont remplacé le patient par un client. Hein, et ils ont. L'objectif, ça a été l'hôpital entreprise. Hein, il me semble que c'était Sarko qui disait ça, l'hôpital entreprise, il me semble. Hein, le directeur d'hôpital doit être comme un chef d'entreprise. Ah bah, ils ont bien appliqué. Hein. Rentabilité, efficacité, les mots-clés de l'hôpital entreprise. Oui, non, ça c'est que des mots, parce que l'efficacité c'est nul. Et la rentabilité. Ah, si, l'efficacité financière, je suis désolée. Il coûte de plus en plus cher, c'est ça l'efficacité. Oui, mais néanmoins l'efficacité financière, parce que par exemple... on coupe les compresses en 4. Hein, quand un malade est suivi à son domicile pour des pansements en hospitalisation à domicile, l'infirmière dans sa trousse, elle a 2 fois moins de matériel qu'avant. Et puis quand même le coût aussi des hospitalisations, par exemple dans mon service, parce que ça c'est quelque chose de précis, quand un gosse restait pour une chimiothérapie 5 jours, ça rapportait X, je crois que c'était 5 000 € à l'époque, mais enfin ça a dû changer. Mais par contre, il ne fallait pas le garder 6 ou 7 jours parce que de toute façon, ça rapportait peut-être 100 € de plus, mais c'est tout. Donc là, vous aviez la surveillante bien choisie pour être bien formatée pour être surveillante dans ce genre de service. Les autres étaient virés parce qu'elles n'avaient pas le profil. Qui nous disaient « Ah, celui-là, il faut qu'il sorte, celui-là, faut qu'il sorte, il faut qu'on en mette un autre dans le lit, quoi. » Bon, c'est un peu hallucinant, quoi. Donc, ils nous ont remplacé le soin par la gestion administrative, l'administrative aiguë, quoi. Alors, je ne sais pas si vous en étiez conscient ou pas, ceux qui sont allés à l'hôpital, mais c'est quand même... Je ne sais pas comment on vit ça de l'extérieur, vous nous direz tout à l'heure. Bon, ils ont multiplié, pour nous faire obéir, ils ont multiplié les petits pains. Enfin, c'était les agences de toutes les sortes. Puis c'est bien pratique de faire une agence. En plus, ça case un mec qui était là. À chaque fois qu'il change de ministre, là, il faut qu'ils casent leurs adjoints. Donc, c'est bien pratique, les agences. Voilà. 80 milliards hein, actuellement. Mais déjà en 2011, moi j'ai fait un bouquin qui s'appelle, je ne l'ai pas amené, je vous parle, le cancer entre aucun rapport, j'ai dû le faire en 2013 par là. En 2011, il y avait un rapport d'un sénateur qui expliquait qu'il y avait déjà beaucoup trop d'agences, qu'il y avait des doublons, des triplons et qu'on pouvait faire beaucoup d'économies. Vous voyez, 2011, c'est pas... Et qu'on ne savait pas combien il y en avait. En plus, il nous expliquait qu'il ne savait pas parce qu'il y a les observatoires, il y a tous ces trucs-là. C'est impossible de... Non, mais vous vous rendez compte quand même que les sénateurs n'arrivent pas à savoir combien il y a d'agences qui s'occupent de santé en France. Hein. Et c'est toujours vrai. Hein. À l'époque, il l'avait écrit en 2011, mais j'ai entendu d'autres le redire maintenant. Voilà. Alors donc ils ont transformé les hôpitaux publics et privés, les cabinets de ville en maisons de santé, en usines quoi, organisés sur le mode du taylorisme, de fabrication à la chaîne comme ça. Personne ne sait rien parce que maintenant ça c'est pas moi qui s'en occupe, non ça c'est l'autre. Procédure, checklist, protocole. Hein, je suppose que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui se passe dans les entreprises commerciales qui vendent, je sais pas quoi moi, des toilettes, tiens, puisqu'on parle de toilettes. Autre chose, en or peut-être, en or. Ah oui, en or, ça. Voilà, donc ils nous ont multiplié
les agences, ils nous ont cassé l'hôpital. Et dans les hôpitaux, vous avez un ratio nombre de bureaucrates sur nombre de soignants en France qui est le double des pays voisins. Hein. Facile. C'est deux fois plus. Ça continue à augmenter. Ouais. Nous, on est à 35%, je crois, et en Allemagne, il faut être à 20%. Bon, les chiffres, ils bougent un peu, mais voilà. Donc, ils ont tout découpé, tout contrôlé, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quand même entraîné officiellement les soignants. C'était des gens qui avaient une certaine, comment il dit l'autre, avaient une certaine force d'âme, c'est ça? Et donc, qui avaient envie de soigner, au moins d'aider, de soulager les gens qui venaient leur faire confiance dans un lit d'hôpital. Donc, ils ont entraîné des dépressions, des déshumanisations, des désespoirs, avec beaucoup de démissions, avec beaucoup de suicides et beaucoup de grandes dépressions qui durent des années. Enfin, bon, un peu comme chez les flics, hein, c'est la même chose. Comme chez Orange. On désespère les gens. Et vous vous souvenez, chez Orange aussi, tout ce qui s'était passé, tous les suicides, parce que c'est le même système. Hein. De toute façon, ils ont appliqué les mêmes principes, ils ont recopié, ils pouvaient se les passer des usines d'aspirateurs à la clinique du coin, c'est les mêmes. Voilà, alors ils ont multiplié, les directeurs, tout ça. Alors là, vous avez tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je rigolais toujours. Quand ils ont voulu fermer mon service, évidemment, j'ai fait des kilos de lettres. Il fallait que j'envoie au directeur de l'hôpital, au directeur des soins, au directeur du chef de pôle, au chef de pôle, au directeur de l'ensemble des 4 hôpitaux. Après au directeur de l'AP, après de la PHP, Sciences publiques, après au directeur de l'agence régionale, et puis quand même au ministre. Alors, et j'en oublie sûrement, j'ai oublié heureusement, parce que c'était quand même très tragique. Quoi. Heureusement, elle ne recevait pas des réponses de tout le monde. Ah non, j'étais pas noyée par la réponse, ça c'est sûr. Voilà, donc perte de l'intérêt de l'estime de soi, perte effectivement des raisons pour lesquelles on fait ce métier. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait si peu de médecins en France actuellement, car vraiment, les gens qui veulent être médecins, sont dégoûtés par les études, 2, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, sont dégoûtés par la manière dont on les traite et dont on traite les malades, et ils comprennent qu'ils ne pourront pas soigner. Alors en fait, tout ça a été pour évidemment privilégier la recherche, qui était quand même un beau moyen pour financer l'industrie pharmaceutique. Et donc, mais ça fait quand même, là aussi, ça fait longtemps. Là, j'avais mis le bouquin de Marcia Engel, La vérité sur les pharmacies pharmaceutiques. Je crois qu'elle date de 2003. Et nous, on a eu la formule française dans les années 2004-2005. C'était monsieur Philippe Even qui l'avait traduit. Et Debré. Et donc, Philippe Even, qui était quand même le doyen de la faculté Necker, enfin malade, qui était quand même la faculté la plus réputée en France, et qui disait en 2004, attention, avertissement aux soignants, aux médecins, aux malades et aux bureaucrates, attention, ça va pas du tout, mais ça n'a rien changé. Et pourtant, il a continué lui aussi à écrire des livres. En particulier corruption, je me rappelle bien comment il s'appelait, c'était corruption et c'était sur la corruption en cardiologie en tout cas, c'était sa spécialité. Mais c'était mal vécu, Moi je me souviens à l'époque on se battait effectivement pour la santé avec des médecins, des syndicats, etc. Et il nous disait faut te méfier, tu sais, quand tu parles à Philippe Even, ça plaît pas aux autres. Bah oui, ça plaît pas. Je suis désolée, il racontait que la corruption en médecine, quoi. Ça plaisait pas qu'on raconte la corruption. Je vous rappelle une de ces phrases, c'est qu'en France, plus de 100 professeurs à l'époque touchaient plus de 500 000 € des laboratoires pharmaceutiques, personnellement. Voilà. Ouais. Alors imaginez maintenant. Philippe Even. Alors, il parle encore de temps en temps, mais enfin, il ne doit plus être très jeune non plus, lui, mais encore plus que nous. Donc, il s'est bien battu, Mais contre la force de l'argent et de la corruption, on n'est pas très fort. J'avais mis la photo, là, on avait fait une belle émission avec lui dans les années 2017, je crois, avec Élise Blaise sur TV Liberté, où vous peut-être la retrouver, c'était sur Oxygène, on faisait quelques émissions médicales sur Oxygène, sur TV Liberté à l'époque, et il avait raconté tout ça. C'est quand même la belle photo de lui, là, c'est dans le diaporama que vous pourrez trouver sur le site. Je remettrai exactement celle que je vous ai faite aujourd'hui. Et alors surtout, ce qui nous a frappé le plus, et bon, quand Gérard était à la retraite en particulier, là, il s'est mis, parce qu'il aime bien regarder le détail statistique et les prix des choses,
Et on s'est mis à regarder la propagande absolument mensongère des thérapeutiques ciblées, tout ce qu'on vous propose, hein, parce que pourquoi il ne faut pas faire les traitements ringards? Parce que l'endossant, ça doit coûter 50 €, le méthotrexate pareil, enfin, je sais pas, une cure de chimio normale, ça devait coûter 150 €, 200 €. Alors, si on va remplir ça par une thérapie ciblée formidable, qui va coûter 3 000 € le mois, ou 5 000, parce qu'apparemment je suis en retard, c'était formidable. Et alors vous avez eu des mensonges, mais faramineux des grands patrons, quoi. Là, on avait mis la photo dessus, là, c'était Jacques Cadranel, pour ne pas le nommer. L'approche ciblant une anomalie génétique tumorale spécifique s'avère plus efficace avec moins d'effets indésirables graves que la chimio. Mensonge! Mensonge, mais il a des liens d'intérêt avec des compensations financières chez Pfizer, Lilly, AstraZeneca, etc., GSK, je vous passe. Voilà. Comment voulez-vous avoir confiance? Ces gens-là, enfin, il y en a sûrement quelques honnêtes, mais en gros, ils sont cachés de toute manière. Non, mais ils sont éliminés. Hein. Je veux dire, moi, mon patron de pédiatrie, paix à son âme, il n'est plus là, mais ils l'ont cassé. Il était professeur de pédiatrie, de génétique, il était de Necker, lui aussi. Ils l'ont cassé, parce que comme tu ne ranges pas dans le système, on te casse. Enfin, je pense que ce n'est pas spécialement... ça ne touche pas que les médecins, mais bon, c'est le système qui se passe ailleurs, quoi. Quand vous n'êtes pas d'accord avec la triche, et ben ça ne marche pas. Mais ils sont à la fois professeurs d'université pour la plupart, experts, soi-disant des agences de santé, la HAS, conseillers du ministre, promoteurs d'essais, conseillers de laboratoire, présidents de sociétés savantes, et en plus ils font les cours aux étudiants. Ils vont pas aller dire que le médicament pour lequel ils ont un contrat avec AstraZeneca ou autre à 200 000 € par an, c'est pas bien. Donc même eux, ils sont peut-être convaincus, j'en sais rien, je veux encore bien comprendre. Je veux bien encore admettre qu'ils soient sincères, mais de toute façon, ça excuse pas, quoi. Donc vraiment, c'est ça qui va pas. Alors ceci dit, vous avez tous vécu 2020 et 2025, donc je pense quand même que vous avez pour un certain nombre vu jusqu'à quel point on pouvait être épouvantable, même encore aujourd'hui, hein, quand même. Les mecs qui ont dit que l'hydroxychloroquine avait tué 17 000 patients. Bon, l'article qu'ils avaient fait, il a été mensonger, retiré. Raoult a eu gain de cause en juridique. Néanmoins, notre cher président, a pris, je ne sais pas comment il les appelle, les signaleurs là, de vérité. Pour vérifier que l'information est bonne. Il a pris ces mecs-là quand même, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en reparle, si vous voulez, parce que c'est cet article sur les 17 000 patients, soi-disant morts de l'hydroxychloroquine, qui était un mensonge absolu. Nous, on a explosé, parce que l'hydroxychloroquine est le médicament qui a certainement été utilisé le plus dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des milliards de personnes en ont pris. Hein, de manière courante, puis c'était le moyen de traiter les paludismes. Et moi, quand j'allais là-bas, on prenais. Ouais, et on prenait sans vérification. Et aussi. Ça pouvait être toxique chez les cardiaques, pas plus. Oh, et encore. Et donc, on connaissait très bien l'innocuité de l'hydroxychloroquine dans le monde entier. Et vous avez eu tous les journaux, les radios, tous les médias subventionnés qui ont dit l'hydroxychloroquine, c'est extrêmement dangereux. Mais ils ne peuvent pas imaginer, on ne peut pas imaginer que même ces mecs-là, qui étaient quand même chefs de service, ils ne savaient pas, c'est pas vrai, quand ils avaient été en congrès en Afrique, ils avaient sûrement pris leurs petits comprimés comme tout le monde. Non, c'est vraiment du mensonge organisé, comme quand on vous a dit le médecin est... Comment il disait, efficace? Sûr et efficace. Ben voilà. Bon, les lanceurs d'alerte, donc je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé de Marcia Engel, qui avait quand même fait ce bouquin en 2003. Hein, qui n'était pas n'importe qui, c'était elle qui était quand même... Rédactrice en chef du New England. Rédactrice en chef. Et elle a démissionné pour ça. Écœurée par la corruption des journaux. Il y a un monsieur dont je vous conseille tous les bouquins, il y en a un certain nombre d'ailleurs qui sont gratuits sur Internet, c'est Peter Gutsch. Peter Gutsch, c'est un professeur danois et il avait fondé la fondation Cochrane, qui était quand même réputée par le monde entier comme étant l'endroit fiable où on pouvait aller. Ils avaient relu de façon fiable tous les articles qui étaient dans la littérature internationale. Donc on allait voir la Cochrane et on voyait ce qui c'était. Eh ben oui, mais Bill Gates a trouvé que c'était quand même pas très bien qu'il y ait un truc comme ça, donc il a été mettre 90% des fonds.
Et il a viré Peter Gutsch de la Fondation Cochrane. Voilà. Alors, un des essais de Peter Gutsch était sur l'intérêt de la mammographie, où il démontre de manière absolument irréfutable que la mammographie de dépistage, je ne parle pas de la mammographie parce qu'il y a une anomalie et c'est un examen radiologique comme un autre, mais la mammographie de dépistage chez des femmes qui n'ont qu'un signe est toxique. Il entraîne beaucoup plus de complications qu'il ne sauve de femmes. Il avait écrit un livre dans les années 2017, par là, enfin 2015. Vous pouvez le trouver. Je ne sais pas s'il est en français, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur Internet, gratuit, je crois. Peter Gutsch, G-O-S. G-O-E. T-C-H-E. Voilà, c'est dur à dire. Comment je l'écris, moi, là? G-O-T-Z-S-C-H-E. Il n'y a pas de Z. Si. Je vérifie parce que chaque fois c'est compliqué. Pour ça, je suis retournée voir. Bon, enfin, avec ou sans Z, vous le trouverez. Peter Gutsch, vous allez le trouver, c'est un monsieur très célèbre. Bon, donc vous avez bien compris, on est sur le Titanic. Et comment on fait? Est-ce qu'on continue à chanter? Pourquoi pas, c'est moins désagréable, mais bon. Ou est-ce qu'on essaye? Bon, évidemment, la première chose à faire, c'est s'attaquer à la bureaucratie. S'il y a une petite musique qui monte un petit peu quand même sur les ARS, les gens, ils en ont peut-être un petit peu marre. Sur les ARS, pas assez. Sur les agences en général. Ouais. Quand vous avez une agence créée pour vous dire quand est-ce que vous devez changer votre slip et le laver pas trop de fois par semaine. Oui, mais ça continue quand même. 4 millions et demi, l'ADEME. 4 milliards et demi, pardon. 4 milliards et demi, l'ADEME. Ouais, les ARS de santé, c'est pas beaucoup mieux. Parce qu'ils nous disent comment soigner les gens. Ils interdisent aussi des gens de traiter. Oui, ils virent les gens qui leur plaisent pas. Bon, alors, il faut faire ça. Il faut évidemment couper cette bureaucratie majeure. Ça nous fera des économies. Franchement, c'est quand même pas très très difficile de trouver 40 milliards d'économies, même si on coupe que la moitié. Supprimer des bureaucrates pour rembourser les soins. Il y a des gens qui le disent maintenant quand même, dont Sarah elle a fait de belles trucs là-dessus, mais enfin bon, vous pouvez trouver, on avait écrit ça nous dans les années 2016, ça s'appelait effectivement nettoyer le mammouth ou je sais pas comment. Puis dégraisser le mammouth. On l'avait écrit dans le livre qui s'appelle Soigner ou obéir. Qu'on a publié en 2016, effectivement, en espérant que les candidats, ou en tout cas les gens qui travaillent pour les candidats au présidentiel, auraient peut-être envie d'avoir quelques idées sur ce qu'il faut faire pour la médecine. Oh, ils n'ont rien eu à faire, ni les uns ni les autres, je vous rassure, il n'y a pas à être jaloux. Mais bon, là, c'est plus possible. Le bonbon est quand même pas mauvais, avec un ministre de la Santé qui dit « Je vais résoudre le problème des aires médicaux, je vais créer des maisons de santé. Elles seront sans médecin, c'est embêtant. » Mais ça n'a pas l'air d'être son problème. Bon, redonner la liberté aux médecins, c'est vraiment la première chose, et en particulier, on fait un diplôme, ça dure quand même assez longtemps d'avoir son diplôme de docteur en médecine, et puis si on veut une spécialité, ça dure encore bien plus longtemps. Bon, donc il faut que les diplômes d'État que nous avons reprennent leur valeur, parce qu'ils ont carrément perdu, parce qu'effectivement, si le directeur de l'ARS décrète que tu n'as pas le droit de travailler, tu ne travailles pas. C'est quand même hallucinant. Voilà. Bon, dégraisser le mammouth administratif, c'est sûr. Réforme rapide pour la liberté de soigner, mais il faut vraiment, et puis bon, les limiter, les regrouper, etc. On n'a pas le temps de vous raconter tout ça. Donc on va passer, voilà. Et surtout qu'il faut arrêter que ce soit les administratifs et leurs représentants fidèles, comme le Conseil de l'Ordre, qui décrètent que tel médecin n'a pas le droit de soigner. Je ne sais pas si vous faites attention en ce moment à ce qui se passe, peut-être que vous ne regardez pas forcément ça, mais c'est absolument terrible, parce qu'il y a eu tous les médecins suspendus qui déjà pendant 2 ans n'ont pas eu le droit d'avoir le chômage quand même. Comment Et bon, c'est complètement illégal, alors j'espère qu'à terme, ils arriveront à récupérer, mais bon, je veux bien, mais n'empêche que ceux qui se sont suicidés, c'est déjà fait. Et ceux qui sont attaqués en ce moment, mais c'est invraisemblable. Vous avez un monsieur Michel Procureur, par exemple, j'ai son histoire qui me vient en tête, qui il est du côté de Nantes, je crois, lui, quelque chose comme ça, peu importe. Bon, il a fait, c'est vrai, quelques faux certificats pour ne pas vacciner ses enfants, mais aussi ses patients. Enfin bon, il n'a pas limité ça à son exercice personnel.
il est quand même interdit de 3 ans d'exercice, je crois, et pire que ça, enfin pire, je ne sais pas ce qu'est le pire, il lui demande, je ne sais plus, 200 ou 300 000 euros d'amende, parce que pour ce qu'il a prescrit, pendant tout le temps, il était suspendu, enfin qu'il aurait dû être suspendu, mais qu'il n'a pas été, parce qu'il avait un faux... Alors que, franchement, aujourd'hui, on sait, c'est quand même tous les pays du monde, alors peut-être pas la France, je sais bien, Tchernobyl passe pas chez nous, mais tout le monde... non, mais c'est ça. Je sais pas, les Japonais ont quand même publié de belles statistiques, les Coréens du Sud, je crois aussi, les Australiens, même les Anglais et les Allemands ont commencé à publier des papiers montrant que les injections, que j'aime pas appeler vaccins, dites vaccins, les poisons à ARN messager, soi-disant anti-Covid, ont rendu malades, tué, alors je veux dire des milliers de patients, comme ça on va pas discuter sur le chiffre, mais en tout cas déjà tuer des milliers de patients, c'est absolument insupportable, et rendu malades des centaines de milliers d'autres. On sait ça. Et aujourd'hui, le Conseil de l'ordre régional qui juge Michel Procureur ou Vincent Reliquet dans un autre coin de la France se permet de les interdire d'exercice et de leur dire vous me devez 300 000 euros. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils se suicident, quoi. Non, mais c'est hallucinant et ça se passe aujourd'hui. Alors qu'on sait, non, si vous pouvez les soutenir, je ne sais pas si vous suivez un peu ça sur Twitter ou autre, en général on les met quand même, si on peut les soutenir, leur envoyer, alors si les gens du coin peuvent y aller, c'est quand même absolument invraisemblable. Donc il faut arrêter que l'ordre des médecins, qui n'a que pour ordre que le gouvernement, cesse d'avoir un pouvoir quelconque sur l'exercice médical. Et à ce moment-là, vous retrouvez un gisement de soignants. Si les gens peuvent re-soigner normalement, sans avoir peur de prescrire le truc, là, en ce moment... un médecin est responsable des conséquences des traitements qu'il donne. Ça doit rester. Mais on a la juridiction normale. Il est responsable devant son patient qui peut porter plainte, c'est tout. Comme ceux qui construisent des ponts. Voilà. Mais ça doit être, et pas autre chose. Alors que là, on utilise vraiment l'ordre est instrumentalisé par le gouvernement comme l'inquisition. De plus en plus. Donc le gouvernement décide de quelque chose et tous les médecins qui disent le contraire sont condamnés. Voilà, la guerre aux normes abusives, évidemment, il faut supprimer tout ça. Et puis on peut faire vite des économies. Supprimer les campagnes de pub, c'est absolument pas le rôle de la sécurité sociale, on en a dit un mot au début. Les préventions et tout ça, c'est pas la sécu de parler de tout ça. Le prix des médicaments, évidemment, on peut y aller. Si le gouvernement, le ministre de la Santé estime qu'il y a un dépistage ou un médicament utile et qu'il faut faire la pub, il le fait sur ses frais propres, sur son budget propre, et non pas en volant l'argent de nos cotisations sociales qui sont destinées. Et puis faire respecter, alors ça je peux dire encore peut-être juste avant de finir, la loi à la télé, mais là vous pouvez tous jouer aussi là-dessus. Parce que quand un médecin il passe à la télé pour vous dire il y avait Karine, comment elle s'appelait, la célèbre Karine Lacombe. Merci, qui racontait que c'était formidable, le poison machin, la truc. Il fallait qu'elle dise qu'elle était rémunérée par Pfizer ou autre pour éventuellement autre chose, mais c'est la loi qui avait fait passer, c'était en 2011 au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale sur le Mediator, qui avait été le plus grand scandale quand on regarde maintenant ce qui se passe, mais le ministre de la Santé à l'époque avait fait passer cette loi pour dire qu'un médecin ou un pharmacien, enfin quelqu'un qui a des liens d'intérêt avec un laboratoire et qui vient parler de ce médicament a le droit de le faire, mais il est obligé de le dire. Alors je vous précise, nous n'avons aucun lien d'intérêt avec un laboratoire. Allez, vous auriez deviné là. Voilà. Bon, donc je dis liberté thérapeutique des médecins, liberté d'installation, enfin voilà, donc tout ça. Et donc, comme je ne sais pas combien on attend, je vais laisser la parole à Gérard pour qu'il vous parle. Je précise d'ailleurs que cette loi de déclaration obligatoire des liens d'intérêt en public, c'est l'ordre des médecins qui est chargé de le faire respecter. Et comme par hasard, c'est la réalité des choses. Il y a quand même eu une personne, je crois, un médecin qui a quand même été condamné pour avoir oublié, il a dû avoir un blâme, je pense. Et moi, à un moment, je trouvais un petit peu fort qu'un certain médecin, un professeur, fasse la publicité pour le garde d'asile sans donner ses liens d'intérêt. Je me suis plaint au Conseil de l'ordre local qui a trouvé que j'avais tort.
et qui m'avait même condamné, je crois, à payer quelque chose à ce pauvre monsieur que j'accusais. Bah oui, c'est normal. Bon, c'est comme ça. Voilà. Là. Bon, je pense que Gérard va vous parler des 2 vaccins miracles là dont j'ai introduit au début. Et puis les questions après, à moins que vous vouliez vous reposer, avoir la question entre les deux, mais c'est peut-être mieux que vous ayez la suite là. Hein? Bon, alors l'embêtement, c'est bon, moi à la limite, c'était pas trop grave, mais là il y a pas mal de cours, mais il va vous les décrire. Hein. Donc, il voulait vous parler donc, des dangers des vaccins qui prétendent prévenir les cancers. En attendant les suivants, hein, parce que vous avez bien remarqué que Pfizer et compagnie ont vacciné, empoisonné à tire-larigot les gens de tous les pays du monde. Et dans la même foulée, ils ont acheté les brevets pour fabriquer des soi-disant vaccins anti-cancer ARN messager. Donc, si je peux vous donner un seul conseil médical, c'est fuyez tout ce qui ressemble à l'ARN messager sous une forme ou une autre, y compris dans le canard du foie gras de cet hiver. Oui, on vaccine les canards hein, actuellement. Ouais. Alors, pour les canards, je crois que si vous arrivez à avoir des... Ils en sont à la 3e dose. Mais... Bah mangez pas de foie gras, tant pis, cette année, c'est fini. C'est pour l'instant, il y a que ça. Bah, pour l'instant, on est que là. Après, oui, une fois qu'ils vont faire tout. Mais je crois que c'est que les élevages qui ont plus de 200 canards. Donc, si vous arrivez à avoir un petit élevage à côté de vous, et que vous pouvez avoir confiance, bah, mangez encore du foie gras. Moi, ma belle-mère n'était pas du tout contente l'année dernière parce qu'elle avait acheté un gros bloc de foie gras. J'ai dit, non, personne ne mange le foie gras cette année. Je lui ai dit, donnez-leur à vos copines là, qui sont injectées. Ouais, c'est injecté. Les gens injectés, il faut qu'ils aient quelques avantages. Hein? Non. Bon, je vous passe Gérard. Alors, donc, moi, c'est un problème seulement d'actualité. Nous avons quand même un fait remarquable, c'est que Pfizer a réussi à transformer un président de la République en VRP du garde d'asile. Je veux dire, on n'a pas ça nulle part au monde, on a vu ça. Hein, mais nous, en France, on est capable de tout. Et donc, je veux vous parler des vaccins qui sont censés prévenir le cancer. Je ne parle pas des vaccins dans le cancer. Ça, c'est un autre domaine, il faudrait encore 1 heure ou 2 pour vous en parler. Parce que les vaccins rapportent beaucoup, surtout si on réussit à les rendre obligatoires, c'est une vente forcée à l'ensemble de la population. Quel commerçant ne rêve pas de ça? C'est quand même vraiment l'idéal. Bon, et en plus, en cas de complications, si c'est un vaccin obligatoire, c'est l'État qui paye. Donc on paie le vaccin et on paie les complications. La vie est belle pour les laboratoires. Bon, alors, donc on va parler des vaccins censés prévenir le cancer. Alors il ne faut pas croire que le garde d'asile était le premier, c'est un mensonge absolu. Le premier vaccin qui a été supposé prévenir le cancer a été le vaccin contre l'hépatite B. L'hépatite B peut donner effectivement des cirrhoses évolutives qui peuvent aboutir au cancer, c'est vrai. Il y a eu un essai qui a montré dans un pays asiatique que les cancers du foie de l'enfant, qui étaient des cancers liés à la contamination néonatale des enfants par les mères injectées, que ces cancers pouvaient diminuer si on vaccinait tout le monde. Et c'est vrai que le cancer du foie de l'enfant de ce pays asiatique a été complètement réduit grâce à la vaccination anti-hépatite B. Alors, partant là-dessus, ils ont dit, voilà, on a un vaccin qui empêche les cancers du foie, c'est formidable. Et la publicité a ajouté, et les laboratoires ont payé qui il fallait. Et donc, tous les pays occidentaux ont imposé la vaccination contre l'hépatite B. Je rappelle que cette hépatite B ne s'attrape pas par hasard. Elle s'attrape par le sang, par le sperme. Alors, donc, un nouveau-né en France où il n'y a pas de contamination néonatale, puisque lors de la grossesse, on teste les femmes. Et celles qui sont positives, qui sont quand même relativement peu nombreuses quand même en France, c'est de l'ordre de 0,1%, sont traitées préventivement. Donc nous n'avons pas de transmission de l'hépatite B néonatale en France. La transmission de l'hépatite B se fait soit par la drogue intraveineuse, soit par le sexe. Donc la France est un pays avec un taux d'hépatite B tout à fait réduit, comme la plupart des pays industrialisés. Lorsqu'on vous dit que c'est un fléau terrible, l'hépatite B qui tue dans le monde 250 000, 300 000 personnes, etc.,
C'est vrai dans les pays lointains, où les gens sont mal nourris, où effectivement on ne teste pas et on ne traite pas les femmes qui en auraient besoin. Mais en France, c'est complètement faux. Alors, ils ont réussi à imposer le vaccin pour l'hépatite B, et ils étaient très contents, c'est formidable. Moi, simplement, j'ai regardé les chiffres. Je suis cancérologue. Il y a des moyens de voir combien on a de cancer du foie en telle année, et puis combien on a de cancer de foie plus tard. Alors, il faut savoir qu'entre 1980, le vaccin a été introduit en France vers l'année 82-84, donc entre 80 et 2012, donc dans les 30 premières années, le nombre de cancers du foie chez l'homme en France est passé de 1521 à 6867 après la vaccination. Et l'incidence, puisqu'on peut dire que c'est la population qui a augmenté, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer annuels pour 100 000 hommes ou femmes, est passé de 4,4 à 12,1, a été multiplié par 3. Et il ne faut pas croire que ça s'arrête pour cela. En 2023, on est passé à 11 658 cancers du foie en France. Je vous rappelle, pour 1521 avant la vaccination. Mais c'est forcément une coïncidence, comme diraient nos autres. Alors, est-ce que la France n'a pas de chance? Parce que nous, les alcooliques notoires. Alors, je rappelle que, malgré tout, dans la même période, l'alcoolisme en France a diminué de moitié. Donc, c'est bizarre. On boit moins et on a encore plus de cancer. Et puis, d'autres pays qui ne boivent pas tant de pinard que nous, hein, puisqu'on n'en boit pas assez, nos pauvres vignerons, ils n'arrivent plus à vendre. Au foie, le Canada, ils ont fait entre 80 et 2015, pareil, dans les mêmes 30 années, l'incidence du cancer a été multipliée par plus de 2. Alors je suis désolé de vous montrer un peu le truc en noir. Ça, c'est la courbe officielle du Canada, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui la trace. Donc, le médecin qui était Sam Cleary, qui était le spécialiste de l'Université de Toronto, disait « Le Canada fait face à un tsunami de maladies du foie et de cancer ». Il n'a pas parlé de la vaccination. Bon, c'est vrai que c'est les Canadiens, ils sont bizarres. Les Anglais sont tout à côté de nous. Et là, vous avez aussi la courbe d'évolution du nombre de cancers du foie depuis la vaccination. Et vous voyez que là aussi, ça explose. Pareil. Alors vous me direz, peut-être que c'est particulier, les Anglais, ils ont toujours été bizarres. Mais en Australie, c'est kiff-kiff. En Australie, ça a été multiplié par 4 dans les 30 ans qui ont suivi. Alors toutes ces courbes, donc, vous les avez sur le site de Nicole. Donc ça a été multiplié par 4 après la vaccination. Puis vous avez aux USA. Les USA, c'est pareil. Bon, mais je ne pense pas que vous ayez une chance d'avoir cette information dans aucun journal. Alors ce qui est rigolo, c'est la propagande des Nations Unies. Hein. Ils n'ont pas peur du ridicule. Tout récemment, donc, alors selon les dernières données de l'OMS publiées en 2020, en cancer du foie en Centrafrique, très peu vaccinés. En Centrafrique, ils n'ont pas les moyens de se payer le vaccin. Ils n'ont pas de peau. Hein. Mais eux, il est de 5,31 pour 100 000 femmes. En France, nous, on est relativement bien placés. On est à 10. Mais le pays asiatique qui avait vaincu les cancers du foie de l'enfant, eux, ils sont déjà à 40. Hein. Et dans la plupart des autres pays occidentaux qui vaccinent à fond, c'est entre 15 et 20. Et ce pauvre petit Centrafrique qui vaccine, il est à 5,31%. Il ne vaccine pas, il a été privé de vaccin. Bon, alors oui, les Nations Unies, ils ont eu peur de rien. L'impact du succès des efforts d'élimination du vaccin de l'hépatite B, en grande partie grâce à la stratégie mondiale de lutte contre l'hépatite de l'Organisation mondiale de la santé, commence à se refléter dans la charge du cancer du foie. C'est ce qu'ils ont publié là cette année. Ils ne doivent pas beaucoup regarder les chiffres. Mais j'ai peut-être peur. Alors, c'était le premier. Donc, on peut dire que le cancer du foie a explosé depuis la vaccination, dite anti-cancer du foie, qui est la vaccination contre l'hépatite B. Alors là, il y a, aux USA, quand même, grâce à Kennedy et à Trump, hein, qui a dit la vaccination contre l'hépatite B des nouveau-nés, balbo, il n'y a aucune raison, puisqu'il n'y a aucun risque qu'un nouveau-né, dans un pays occidental, je dis bien, hein, attrape l'hépatite B. Ce qui est quand même grave, hein, il faut quand même le rappeler, je pense que tous
les jeunes mamans ou les grands-mères le savent, mais nos nouveau-nés sont vaccinés actuellement par le vaccin hépatite B, qui est un des bah oui, il est dans les 11 vaccins obligatoires plus 4, hein, puisque depuis juillet 2025, ils ont rajouté plusieurs méningocoques. Ce qui fait comme ça, il va y avoir des résistances aux méningocoques et des nouvelles méningites à méningo. Mais pour l'hépatite B, pour rester dans le sujet, c'est un scandale absolu. Je ne sais pas comment on peut arriver à ne qu'il n'y ait pas des manifs tous les jours contre la vaccination hépatite B des nouveau-nés, quoi, des nourrissons, quand ils le font pas. Aucun risque avant présent. C'est quand même un truc monstrueux parce que c'est pas des nuées d'ennui quand même, hein, en dehors du fait que, bon, là, il avait choisi de vous dire que ça ne... Que ça augmente le risque de cancer. Que le but officiel, initial, c'était diminuer les cancers. Mais enfin, ça donne des ennuis. Il y a eu quand même ces épidémies qui ont été niées ensuite. Bon, enfin, ils ont quand même arrêté de... Vous vous souvenez, au début, c'était dans les années, je sais pas, 96, que Douste Blazy avait voulu absolument que tous les collégiens soient vaccinés par l'hépatite B. On a eu quand même des épidémies de sclérose en plaques. Alors après, ils ont dit non, c'est pas vrai, machin. Enfin bon, ça va, quoi. La sclérose en plaques a été reconnue. Hein, comme, ça a quand même été reconnu. Comme vous avez une infirmière qui a été obligée d'être vaccinée par le vaccin hépatite B et qu'elle fait une sclérose en plaques, elle est quand même indemnisée par l'ORNIAM. Si elle est obligée par son métier d'être vaccinée. Oui, mais je veux dire, c'est quand même une reconnaissance. Les Français moyens qui l'ont pris sans être obligés, eux n'ont jamais été indemnisés. Oui, mais néanmoins, c'est une reconnaissance de la du caractère lié. Hein. Ils ne vont pas à l'ONIAM avant qu'ils remboursent. Il faut vraiment qu'ils se battent. Donc c'est vraiment une honte absolue pour les bébés d'imposer ce vaccin aux bébés. Donc j'espère qu'il va y avoir des nouvelles campagnes, je sais pas, faites par la Ligue pour la liberté des vaccinations ou autre. Enfin, il y a quand même pas mal de pédiatres qui se battent contre ça. Mais bon, il va falloir qu'il y ait une amplification de leur bataille parce que sinon, ça passe pas et on continue à injecter. Alors pour les pédiatres, il faut être optimiste. On ne pourra se battre vraiment que quand on aura supprimé le Conseil de l'Ordre. Parce que le Conseil de l'Ordre vient de rappeler que tout médecin qui dit des choses non autorisées sur les vaccins doit être condamné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut créer le ministère de la Vérité en France, hein, pour contrôler les informations. Hein. Enfin, écoutez, en tout cas, battez-vous et si vous avez des petits, essayez qu'ils ne soient pas injectés au moins... Des fois, ils font la maternité hein, dans le dos des parents. Donc, il faut absolument dire aux gens, par écrit, qu'ils seront poursuivis s'ils vaccinent dans votre dos, hein, premièrement. Ouais. Et puis... Vacciner à 2 ans, c'est moins dangereux que vacciner... Oui, parce que le cerveau, il est quand même un peu formé, quoi. Alors, la loi, c'est avant 2 ans. Donc et puis sinon, et puis résistez comme vous pouvez à la loi, faites quelque chose. Mais protégez vos bébés. On dit toujours, ah bah oui, mais il va pas pouvoir aller à la crèche. C'est quand même moins grave que de mourir la mort subite. Mon beau-père nous racontait que la première chose qu'avaient fait les résistants pour se battre, c'était des faux papiers. Mais nous ne donnerons pas de conseils. Nous ne donnerons jamais de conseils. Vous avez de drôles d'idées dans les maquis. Lui, c'était au barrage de l'aile, mon papa. Ouais. Alors, c'est là où vous avez inventé le concept de la Sécu, d'ailleurs. C'est là qu'ils ont... Je te passe... Ah, maintenant, tu l'as, ton micro. Donc autre vaccin scandaleux. Le garde d'asile, premièrement, on assiste à une désinformation majeure partout. Hein, sur le cancer du col de l'utérus, sur le cancer de l'anus et de la gorge, en exagérant considérablement leur fréquence. Donc, désinformation, premier truc. Utilisation d'essais truqués. Les essais sur le garde d'asile sont tous truqués. Ils n'ont jamais... Quand on fait un essai, normalement, on donne le produit contre rien, ce qu'on appelle un placebo. Hein, éventuellement une piqûre avec de l'eau distillée injectée pour qu'elle soit pas trop toxique. Bon, eh bien, c'est pas le cas pour ces vaccins garde d'asile. Il a été testé contre d'autres vaccins qui avaient les mêmes adjuvants, ce qui permettait de sous-estimer comme ça les complications. D'autre part, les complications n'ont pas été admises comme complications. Normalement, on tire au sort pour que les groupes soient parfaitement représentatifs les uns des autres, et puis on regarde ceux qui ont le vaccin, s'il y a des complications, et ceux qui n'ont pas le vaccin. On compare. Mais là, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, attention, c'est pas parce qu'il arrive quelque chose après le vaccin, ou après rien, que c'est une complication.
C'est peut-être une coïncidence. Donc c'est le médecin examinateur de l'essai qui va décider si c'est une complication ou si c'est une coïncidence. Et d'autre part, ils ont limité à 6 semaines la surveillance des complications. Alors, ceux qui mouraient tout de suite, oui, mais pour les vraies complications habituelles, c'était bien entendu trop insuffisant. Donc c'est vraiment un essai truqué. Alors ils ont aussi truqué sur l'efficacité, puisqu'ils nous ont sorti un vaccin censé prévenir le cancer du col, mais ils n'ont pas étudié le cancer du col. Ils ont étudié les infections à HPV. Et comme effectivement c'est un vrai vaccin, ça fait disparaître les infections à HPV des souches contenues dans le vaccin. Alors je vous rappelle, pas comme ça, que dans le vaccin il y avait 4 souches, là maintenant il y en a 9, mais des HPV qui peuvent contaminer l'homme et la femme, il y en a 150. Alors on dit, c'est ceux qui sont dans le vaccin et qui donnent des cancers. Bon, il n'y a aucune preuve, jamais, que ce HPV peut donner du cancer. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous les hommes et toutes les femmes qui sont sexuellement actifs ont été contaminés par le HPV. Alors c'est pas absolu, c'est 80-90% selon les statistiques des différentes études. C'est 80-90%. Et on en guérit tout à fait naturellement. C'est pas une maladie. C'est comme si je vous gratte la peau, je vais trouver du staphylocoque. Si je regarde dans votre gorge, il va y avoir 50 souches. Et je regarde dans les trous, que ce soit l'anus ou le vagin, alors là c'est encore pire. Et ces germes-là sont, pour la plupart du temps, des germes saprophytes. C'est-à-dire des germes qui ne vous donnent pas de maladie. Ils sont là et au contraire, leur présence évite que d'autres germes plus toxiques viennent vous embêter. Et on peut considérer que les HPV sont en gros des germes saprophytes. Donc ils sont là, c'est vrai. Et souvent ils disparaissent d'ailleurs, 80 à 90% d'entre eux disparaissent dans les 2 ans qui suivent l'infection. Mais si on change de partenaire, ou par divers trucs, on peut avoir une autre souche. Et donc le fait qu'on trouve du HPV dans les antécédents immédiats des gens qui ont un cancer de l'utérus ou de l'anus ou n'importe quoi, prouve pas du tout que le germe est en cause. Le germe est là, mais sur les lieux d'un crime, il n'y a pas que le criminel, il y a aussi les témoins. Eh bien, le HPV peut très bien être simplement un témoin, le témoin d'une activité sexuelle peut-être un peu plus importante que d'autres. Donc, on accuse le HPV parce que ça, au moins, c'est un coupable rentable, alors que rien ne prouve que c'est lui qui est responsable. Mais lui, au moins, il rapporte. Alors oui, on peut dire, avant qu'il y ait le vaccin, il y avait plein d'études qui s'intéressaient quand même aux causes du cancer de l'utérus, du col de l'utérus, pardon. Et les causes, on en a trouvé plein, comme la plupart des cancers sont multifactoriels. Les cancers qui sont dus à une seule cause sont relativement rares. Bon, il y a le cancer de l'amiante, d'accord, mais à part ça, les autres, en général, sont multifactoriels. Et pour le cancer du col de l'utérus, avant qu'il y ait le vaccin et le cinéma HPV, il y avait plein de causes connues. C'était même connu depuis la Renaissance. À la Renaissance, il y avait un moine qui avait décrit il y a 2 cancers chez la femme, le cancer du sein, qui est le cancer de la nonne, et le cancer du col de l'utérus, qui est le cancer de la prostituée. Il avait déjà remarqué qu'une activité sexuelle plus importante augmentait considérablement le risque de cancer du col. Eh bien, ces choses-là sont un peu oubliées. Alors, en dehors de l'activité sexuelle, il y avait donc le début de l'activité sexuelle, le nombre de partenaires, le nombre d'infections. Parce que quand on a un partenaire, on a quand même des infections. Qui dit infection dit inflammation. Le nombre de grossesses également, au-delà de 4, ça augmentait le risque de cancer du col. Et puis bien entendu, tous les gens immunodéprimés. Parce qu'on parle toujours de mortalité du cancer du col. Oui, en Afrique, surtout chez les femmes qui ont le sida, ou les hommes qui ont le sida d'ailleurs, mais enfin ils n'ont pas l'utérus, c'est l'avantage. Donc les femmes qui ont le sida ont beaucoup plus de risques de faire un cancer du col de l'utérus que les autres, 100 fois plus, c'est pas rien. Donc effectivement, on ne sait même pas s'il est responsable. À tel point d'ailleurs que même les avocats du garde d'asile, qui disent qu'il faut absolument faire le garde d'asile pour éviter les cancers du col, eh bien, ils disent on le saura dans 30 ans, quand ainsi le taux diminue. Vous vous rendez compte ? Il a été commercialisé en 2006. On est à 20 ans et vous verrez. À 20 ans, Donc on a menti sur l'efficacité anti-cancer puisqu'elle n'a jamais été étudiée dans les essais. Et on peut voir, d'après les chiffres des registres du cancer, comme on a fait pour le cancer du foie tout à l'heure, on peut voir ce que ça donne.
Alors, il y a eu également un autre scandale, c'est le scandale des négations des complications. Les complications des vaccins, ça n'existe pas. Bon, c'est quand même bizarre, il y a même des manifestations. Mais bon. Et puis, un prix scandaleusement élevé. Hein. Tout effet a une cause. Et si notre ministre se bat et si même notre président se mobilise pour le vaccin Gardasil, il faut se demander si ce n'est pas uniquement le prix du vaccin qui est en cause. Comme il a été fixé, donc normalement en France, le prix des médicaments est fixé par une commission. Eh bien non, la commission n'a même pas été consultée avant que le ministre annonce officiellement le remboursement du prix. Et le prix, c'est 120 € la dose. Hein. Le vaccin et le Quadrivax qu'on donne, c'est 12 €. Dans certains pays, 20 €. Là, 120, une dose. Et en plus, comme le labo trouvait qu'une dose, c'était pas assez, il dit qu'il faut absolument en faire 3. 3 pour les adolescents, 2 pour les tout jeunes. Bon, donc vous voyez un petit peu le bénéfice. Alors que vous sachiez quand même, le prix de fabrication d'une dose, c'est 0,5 €. Ah oui. Oui. Un demi-euro. Un demi-euro. Donc vous imaginez quand même le marché colossal que ça représente. Et comme on dit, ils ont les moyens de convaincre nos politiques. Voilà. Donc, parmi les scandaleux mensonges officiels, il y a celui sur le cancer du col constitue un problème majeur de santé publique. Un ministre a osé dire ça. Alors, il faut savoir qu'en France, le cancer du col est responsable de 0,6% de la mortalité par cancer. 0,6%. Mais estimé problème majeur de santé publique. Alors, les autres mensonges, c'est sur l'efficacité anti-cancer. Donc, les essais ne permettent pas de savoir, n'ont pas recherché carrément l'efficacité sur le cancer. C'est trop long, dit les labos, ça coûterait trop cher, il faudrait attendre des années. Donc, on va regarder simplement l'infection. Bon, sur l'infection, c'est vrai, ça marche. Mais on s'en fout de l'infection, puisque l'infection, c'est même pas une maladie, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de signe. Ça ne donne pas de complications. Si, ça peut donner des virus quand même. C'est vrai, des virus, ça peut être gênant. Mais est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner à ce prix-là? Alors, le deuxième élément mensonge le plus important, c'est bien sûr l'efficacité anti-cancer. Alors là, depuis qu'il y a la vaccination par le Gardasil, le nombre de cancers en Australie, qui a été le premier pays au monde à imposer la vaccination scolaire, il a augmenté. En 2006, juste avant la vaccination, c'était 727. En 2022, 942. C'est le chiffre tout à fait officiel de l'agence sanitaire australienne. Alors vous me direz, le nombre ne suffit pas parce que peut-être que la population augmente. Non, c'est pas seulement le nombre, c'est aussi l'incidence. Alors là, le Parisien vous dit le cancer du col sera une maladie du passé grâce à laboratoire. C'est ce qu'ils ont écrit. Ils citent le Parisien, l'Australie, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Là-bas, grâce à la couverture vaccinale qui dépasse les 80%. Et là, vous avez plein de médecins qui disent la France, c'est un désastre. On a une vaccination qui atteint à peine 50% chez les femmes. C'est impossible. Alors, il faut bien voir qu'avant la vaccination, dans ces pays occidentaux, et dont l'Australie, l'incidence du cancer du col diminuait. Il avait diminué d'environ 30%, simplement grâce au dépistage. Donc, pour éviter le cancer du col de l'utérus, il faut faire le dépistage cytologique selon la méthode de Papa Nicolaou. Dans tous les pays qui ont fait ce dépistage, le taux de cancer a diminué de manière considérable. Et c'est pour ça qu'en France, actuellement, il y a 3000 cas de cancer du col par an, dont 1000 morts. Et avant, il a diminué de 70% depuis qu'on a fait le dépistage. Et quand on s'intéresse quelles sont les femmes qui font les cancers du col et surtout qui en meurent, donc qui les font tardivement, c'est celles qui n'ont pas fait de dépistage. Donc plutôt que le vaccin, ça devrait être... Oui, parce que le vaccin, ça fait signifier ça sur le classe d'âge, c'est du genre 600 000 personnes. Ah oui, ça rapporte. Contre 2000... 600 000 en gros. 1000 morts, et en plus 1000 morts qui seraient très probablement pas prévenus par ce vaccin. Mais quand même, de toute façon, même si, est-ce que ça vaudrait le coup de faire 600 700 000 selon les classes d'âge
injection, puisque maintenant, évidemment, ils veulent injecter aussi les pauvres petits garçons parce qu'ils n'ont pas de vagin, mais il faut quand même, et pas de col, il ne faut pas les brimer quand même, on ne peut pas les priver en plus du vaccin, quoi. On ne peut pas perdre 50% de la population comme marché quand même, il faut être un peu sérieux. Hein. Oui, c'est vraiment un drame que les hommes n'aient pas de col de l'utérus, donc il faut leur inventer d'autres choses. On va voir ça après. Alors, dans le groupe d'Australiens, chez les femmes les plus vaccinées, le cancer du col n'existe pratiquement pas avant 20 ans, il n'y en a pas. Et entre 20 et 25 ans, il y en a pratiquement très peu. Donc si on veut avoir une idée de l'évolution, un groupe témoin du cancer du col et du vaccin, il faut regarder les femmes qui ont plus de 25 ans et qui ont été vaccinées. En Australie, c'est les 25-34 ans, mais même un peu plus parce qu'ils ont fait des vaccinations de rattrapage. Pour le groupe des 25-34 ans, donc le groupe des femmes qui ont été vaccinées à l'école et qui sont arrivées à l'âge du cancer, eh bien l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas annuels pour 100 000 femmes, a augmenté de 15%. C'est ça la disparition du cancer du col. Je reprécise que là, il vous cite les pays qui ont des registres du cancer. Non, mais c'est important parce que sinon on se dit pourquoi il va y avoir l'Australie et qu'il ne nous raconte pas la France. L'Australie était le premier pays qui a fait. Oui, non, mais en plus quand même. Mais en France, on n'a pas de registre. On a 4 plans cancer, je ne sais pas, 2003, 2000, enfin tous les 5 ans, vous avez qu'à compter combien ça en fait. Mais on n'a pas de registre national, c'est quand même extraordinaire. Alors là, il ne faut pas exagérer, il y a un progrès fantastique. Cette année, les députés ont voté la création d'un registre national. Donc on peut espérer que peut-être dans 15 ans, il y en aura un. Donc actuellement, tous les chiffres que je vous donne, ce sont des études qui ont été faites à la demande de telle ou telle chose et des extrapolations faites par nos statisticiens nationaux sur les chiffres des registres locaux. On élargit ça à la France entière. C'est comme ça que ça se passe. En Australie, qui a un registre national du cancer, ils ont injecté donc en rattrapage ces pauvres femmes qui n'étaient pas à l'école. Elles avaient plus de 18 ans. Donc on les a vaccinées jusqu'à 25 ans. Ce qui était extrêmement dangereux, car dans les premiers essais, oui, j'ai oublié de vous dire que les essais ont été truqués, parce qu'ils ont tiré au sort, et puis au moment de l'analyse, ils ont éliminé la moitié des femmes. Hein, ils ont dit que ces femmes-là étaient trop vieilles. En fait, ils ont dit ces femmes qui avaient déjà eu les HPV, on les élimine de l'essai. En fait, c'était les femmes plus âgées, et dans ce groupe-là, le vaccin était suivi d'une augmentation de nombre de cancers. C'est pour ça qu'ils ont éliminé, et ce qui permettait de dire que ça diminue le risque d'infection. Bon. Donc, ils ont fait, et d'ailleurs au début, aux États-Unis, le vaccin était autorisé chez les jeunes filles. C'était bien dit, c'est pour ça qu'on vaccinait tôt. Et on ne devait pas le vacciner. Mais bien entendu, grâce aux efforts des laboratoires, maintenant ils vaccinent jusqu'à 45 ans aux États-Unis sans problème. Il suffit de le demander. En Australie, ils vaccinaient donc jusqu'à 25 ans. Et les femmes qui ont été vaccinées jusqu'à 25 ans, elles atteignaient avec 17 ans de recul, puisque les registres donnent des résultats en général 3 ans de retard. Hein. Donc, si on peut avoir des chiffres ponctuels pour 23-24, mais pas de chiffres par groupe, hein, pas de mesure d'incidence correcte par groupe d'âge, avant 3 ou 4 ans, minimum. Donc, je suis dans le groupe des femmes donc, qui ont été vaccinées tardivement. En 2000, le risque de cancer du col, l'incidence était de 5,5. Et en 2024, soit après 24 ans, là on a le chiffre, 8. Ça a augmenté de plus de 50%. Donc effectivement, c'est dangereux. Et alors ce qui est le plus curieux, vous me direz, c'est que curieusement, l'incidence du cancer global en Australie, du cancer du col, n'a pas augmenté. Alors moi je vous dis que ça a augmenté chez les femmes vaccinées, terriblement chez les femmes vaccinées tardivement, de 15% chez les femmes vaccinées à l'école. Mais pourquoi? Et tout simplement parce qu'à côté des femmes vaccinées, il y a eu ces vieilles femmes qui ne valaient pas le coup, qu'on n'a pas vaccinées. Et chez elles, eh ben, c'est moins 30% de cancer, c'est dans les 60-64 ans, moins 20% pour les 65-69 ans, et moins 28% pour les 70-74 ans. Donc l'incidence globale en Australie du cancer a très peu augmenté, resté à peu près stable, grâce aux vieilles femmes non vaccinées, tandis que les jeunes femmes vaccinées ont vu leur incidence augmenter. Bon, c'est l'Australie, c'est l'hémisphère sud, nous on est au nord, donc ça se passe peut-être différemment. Alors, la Grande-Bretagne était le 2e pays du monde à mettre le vaccin obligatoire à l'école.
Et le monde, tout de suite, au Royaume-Uni, la fréquence des cancers du col de l'utérus a chuté de 87% grâce à la vaccination HPV. Je lis leur titre, hein. C'est ce qu'ils racontent. Ce sont des menteurs graves. Parce que depuis qu'il y a la vaccination, vous avez là la courbe officielle du cancer du col en Grande-Bretagne. Vous avez une première phase où on faisait uniquement du dépistage cytologique et le cancer du col a vu son incidence fondre. Et puis à côté, vous avez en rouge la période où on a mis les vaccins en cours. Vous voyez que ça ne diminue plus. Alors ça, c'est global pour la population. Mais bien entendu, il faut voir par groupe. Et alors là, quand même, la Société britannique de gynécologie, qui s'intéresse quand même au cancer du col, ils mettent, je suis désolé, c'est l'anglais, hein, depuis que malgré le screening, le dépistage bien organisé du cancer du col en Grande-Bretagne, et l'introduction de la vaccination HPV en 2008, l'incidence des cancers ne devrait pas diminuer dans les prochaines années. Dans la dernière décade, c'est ça qui est intéressant, dans la dernière décade, l'incidence du cancer du col a augmenté d'environ 4% par an en Grande-Bretagne, dans les États de Grande-Bretagne. Et des taux encore plus forts ont été observés en Irlande du Nord. On pense que l'incidence du cancer du col devrait augmenter de 43% entre 2014 et 2035, jusqu'à 17 cas pour 100 000 femmes. Je vous rappelle que l'Afrique, on avait un taux qui était de 5,3% pour 100 000 femmes. Et là, vous avez la courbe des jeunes femmes, celles qui ont été vaccinées donc à l'école et qui sont arrivées donc à l'âge du cancer, elles aussi. Ça a augmenté là aussi. Ça a augmenté d'environ 20%. Donc très comparable. Mais il n'y a pas que l'Angleterre, hein. Vous avez ici la Finlande, avec les deux phases. En phase bleue, la période uniquement du dépistage cytologique, et vous voyez que ça a chuté là, de 70% en Finlande. La Finlande était l'un des pays où il y avait le moins de taux de cancer du col de l'utérus, grâce au dépistage. Et en rouge, la période de la vaccination. Vous voyez que ça augmente depuis la vaccination. Donc, quand vous avez vos journaux qui vous disent dans les pays du Nord, ça baisse grâce à la vaccination, je ne sais pas d'où ils sortent, sinon directement des laboratoires. Alors là, vous avez, oui, c'est la Finlande, ça c'est le groupe des jeunes femmes, de celles qui ont été vaccinées à l'école, ça augmente également, c'est l'augmentation. Dans le groupe des vaccinés de 25 à 34 ans, l'incidence a augmenté de 73%. Il était en 2005 de 4,5 pour 100 000, et en 2023, il est de 7,8. En Norvège, pareil. Norvège, pareil. Vous avez les deux phases, la phase du dépistage en bleu, et où ça baisse, et la phase de la vaccination en rouge, où ça augmente. Bon. En Suède, ça n'a pas diminué. Bon, je vais vous passer un peu vite, parce qu'on me dit que je suis en retard. Mais au Canada, ça a augmenté depuis la vaccination. Pareil. Aux États-Unis également. Entre 2012 et 2019, les données indiquent une tendance constante dans la baisse ou la stabilité, à l'exception, dans tous les groupes d'âge, à l'exception d'une augmentation significative dans la tranche d'âge 30-34 ans. Comme par hasard, la tranche d'âge vaccinée. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'un vaccin qui diminue les infections, ça c'est vrai, aboutit à augmenter le taux de cancer? C'est quand même un petit peu bizarre. Eh bien, tout simplement à cause de la publicité. Parce que la publicité, c'est celle-ci. Je suis vacciné, je suis protégé. Et si on est protégé, on n'a plus besoin de faire de dépistage. Seulement, le dépistage, c'est le seul truc qui marche. Pas de chance. D'autre part, si on est écologiste, on peut dire c'est dangereux. On a un vaccin qui fait disparaître les souches. Oui, mais la nature a hors du vide. Donc vous faites disparaître 9 souches, vous en avez 141 autres qui prennent la place et qui éventuellement peuvent être plus dangereuses. On n'en sait rien puisqu'on n'avait pas de chiffres importants avant la vaccination. C'est une deuxième hypothèse, l'hypothèse écologique. Bon, alors en France, nous on est des sales Gaulois réfractaires, pour certains en tout cas, et on n'écoute pas le baratin. Eh bien, grâce à ça, nos taux de cancer du col a diminué régulièrement. Vous voyez la courbe, et on arrive à 6 pour 100 000 femmes, officiellement. Et 6 sur 100 000, c'est la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé pour les maladies rares. Donc en France,
le cancer du col, de l'utérus. C'est une maladie rare. Et ce qui est plus intéressant, c'est comparé aux autres. Australie 7,1, hein, Grande-Bretagne 9,3, Suède 10,4, Norvège 12. Donc on veut absolument nous obliger à atteindre ces chiffres-là. Alors l'autre chose, comme vous avez dit, et c'était tout à fait scandaleux de ne traiter que la moitié de la population, donc on a inventé le cancer de l'anus, qui serait un cancer à HPV. Alors même problème, hein, les hommes ayant du HPV comme les femmes, on se répartit également, quelque part parce qu'on a un cancer de l'anus et un HPV, que le cancer de l'anus est dû à HPV. Hein. Donc, comme disait mon grand-père, on a le droit d'avoir la vérole et un bureau de tabac. Voilà. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est de voir les taux de cancer anal dans les différents pays qui ont vacciné. Et alors c'est intéressant parce que là on a des registres, on a au moins 3 pays qui donnent des registres par âge. Donc il y a la Grande-Bretagne, l'Australie et les pays scandinaves que j'ai regroupés parce que le cancer du canal anal est quand même quelque chose de très rare. Hein. En France, c'est de l'ordre de 2000 cas par an, dont 300 à 500 chez les hommes, pas plus. Et en plus, ça ne touche pas tout le monde, ça touche uniquement les homosexuels passifs. Mais, oui, mais non, à 90%, mais c'est très logique. Les causes, j'ai dit essentiellement, hein, pour 90%, mais c'est très très logique, puisque les 2 causes connues du cancer, c'est les microtraumatismes et les infections, les inflammations. Et la même chose que pour le cancer du col, c'est les prostituées, c'est statistique, j'y peux rien. Ce n'est pas une injure, c'est un fait constaté, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même la Haute Autorité de Santé l'a remarqué, parce qu'ils avaient au début dit il faudrait vacciner contre le HPV les homosexuels. Ils ont fait disparaître parce qu'il ne fallait quand même pas les stigmatiser. Il n'y a pas de raison, donc on vaccine tout le monde pour ne pas stigmatiser les homosexuels. C'est la réalité. Alors donc, vous voyez dans ces courbes, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les filles vaccinées ont une augmentation du cancer anal plus importante que chez les gars non vaccinés. C'est une constante dans les registres nationaux du cancer. Alors c'est vrai que le cancer anal est un cancer qui survient relativement tard. C'est vrai aussi que les pratiques sexuelles évoluent, donc ça peut être en cause. Il ne faut pas exagérer. Peut-être que le taux de sodomie augmente chez les femmes davantage que chez les jeunes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même frappant de voir, on ne peut pas dire que le vaccin protège du cancer anal. C'est une chose certaine. Les vaccinés ont un taux d'augmentation supérieur aux non-vaccinés. C'est quand même un vrai problème. Alors, donc, ça, vous l'aviez compris, hein, tout ça, c'est une question de prix. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Alors, il y a aussi toutes les complications du garde d'asile, hein, qu'il ne faut pas oublier. Hein, oui. Alors, la raison, c'est le prix exorbitant. La raison, c'est la corruption. Il y a 2 cartes qui sont très intéressantes. C'est la carte des obligations vaccinales en Europe et la carte de la corruption estimée par Transparency International. Bien, comme par hasard, les pays qui mettent le plus d'obligations vaccinales, c'est ceux qui sont les plus corrompus. Dont malheureusement la France. Les complications. Alors, donc, dans les complications, il y a toute une foule de complications. Alors là, je suis absolument... je devrais être condamné par tous les organismes de l'ordre, etc., de dire qu'un vaccin peut donner des complications. C'est simplement des complications. À l'étranger, c'est bizarre, il y en a plein. Alors, on a aux États-Unis le VAERS, qui est Vaccine Adverse Event Report. Donc, lorsque vous avez une complication que vous estimez être liée au vaccin, vous pouvez la déclarer aux États-Unis. Et c'est pas un truc aberrant. Je veux dire, c'est quelque chose de vérifié. Et si vous faites une fausse déclaration au VAERS en disant que vous avez ça alors que c'est pas vrai, vous tombez sous les lois des fédérales. Hein. C'est un crime fédéral que de faire une fausse déclaration au VAERS. Donc les gens qui vous racontent le VAERS, ça compte pas. Alors, bien entendu, je ne dis pas que ce qui est rapporté est lié directement au vaccin. Nous n'avons pas les moyens de le faire tant que nous ne ferons pas d'études. Mais en tout cas, il y a une probabilité. Et puis s'il y en a beaucoup, si certains vaccins sont suivis de beaucoup de complications rapportées par les malades, il faudrait peut-être s'y intéresser, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc alors, parmi les complications, il ne faut pas oublier d'abord qu'on peut en mourir. Hein. Et en France, bien entendu, ça n'existe jamais, sauf à Nantes, il y a avoir un climat spécial à Nantes, parce que le gamin... Alors l'ARS a immédiatement dit, attention, hein, il n'est pas mort du vaccin, le vaccin n'est pas en cause.
s'il n'avait pas été vacciné, il ne serait pas mort. Il faut arrêter. Ça montre aussi que les vaccinations scolaires, c'est quelque chose de dangereux, parce que c'est pratiqué dans de mauvaises conditions, c'est pas pratiqué au cabinet médical en prenant le temps, en examinant, en donnant les complications possibles. Donc on peut avoir des paralysies. Vous avez des... pourquoi tu me lis à toute vitesse? C'est insupportable. Alors donc il y a le Guillain-Barré post-garde d'asile. Le Guillain-Barré était reconnu comme lié au garde d'asile. Bon, on peut avoir aussi une insuffisance ovarienne, c'est reconnu aux États-Unis. Un truc qui est reconnu un petit peu partout, et en particulier en Europe, c'est le syndrome d'intolérance orthostatique. On se sent mal, on n'est pas capable de travailler, on ne peut plus bouger, enfin. Et puis là, vous avez quand même cette courbe qui est un reportage passé du Danemark, qui est passé à la télévision, qui est encore accessible. Donc c'est les filles paralysées après garde d'asile au Danemark. Donc on ne dise pas qu'il n'y a pas de complications. Et puis, là, vous avez des manifestations faites dans différents pays contre le garde d'asile. C'est quand même curieux. Il n'y a pas d'autres vaccinations qui entraînent des manifestations. Et puis, on ne peut pas les accuser d'être des anti-vax, celles-là. Elles ont toutes été vaccinées. C'est pour ça qu'après, elles pleurent parce qu'elles ont des complications. Donc, ce n'est pas des anti-vax. Et puis, aux États-Unis, toutes ces filles sont en procès contre le garde d'asile. Parfois, c'est des familles, puisque la gamine est morte. Mais donc, les complications, ça existe, même si nos autorités disent le contraire. Donc, globalement, il n'y a pas intérêt à se faire vacciner par le garde d'asile. Alors, il ne faut pas non plus donner la panique pour ces filles qui se sont fait vacciner parce qu'elles ont été victimes de la publicité mensongère. L'augmentation n'est que de 15% du risque. En France, c'est, je vous rappelle, 6 pour 100 000 femmes le risque. Donc 15%, ça mène à 7,2. C'est quand même pas terrible. Et puis, il suffit de faire des dépistages cytologiques. Alors là, j'insiste beaucoup sur le fait que ce soit un dépistage cytologique. On regarde des cellules si elles ont une sale gueule de cancer. On ne regarde pas les HPV. Parce qu'actuellement, si vous allez voir votre gynéco, ils vont vous proposer le dépistage HPV. Qui vous imposez le dépistage HPV. Alors, imposez à votre gynéco d'avoir la cytologie encore. Parce que le HPV, c'est pas parce que vous avez HPV que vous aurez du cancer. Ça n'a rien à voir. Et puis, vous risquez de vous retrouver avec une conisation du col totalement injustifiée. Et puis, en plus, on va vous faire peur. Est-ce que je peux voir mon mari alors que j'ai du HPV? Il en a déjà, arrêtons le cinéma. Et c'est pas une maladie, je vous rappelle. C'est un germe, ça profite. Donc, battez-vous pour avoir un examen cytologique tous les 3 ans à partir de 25 ans. C'est pas la peine de le faire avant 25 ans. Les Anglais ont essayé, ils ont abouti à des échecs. Donc, parce que ça augmente le risque de complications des interventions inutiles telles que les conisations du col qui entraînent après des ennuis pour accoucher, etc. Bien. Donc, alors, il faut donc dire aux filles qui ont été vaccinées, n'ayez pas peur, le risque est faible en France, donc il est un tout petit peu augmenté. Faites votre dépistage cytologique et vous n'aurez aucun problème. Bon courage.